Bon. Donc, bonjour, bienvenue à Vidange. Aujourd'hui, on est reçu à l'Hôtel de Ville par M. Reyes-Kibonge, élu au conseil municipal dans le district du Lac-des-Nations. On est avec Simon Lapierre. Enchanté. Bonne année. Bonne année, oui, c'est vrai. Bonne année, de l'année, ouais. On est le 10 janvier. Exactement. Directement après le premier conseil extraordinaire de la ville de Sherbrooke. Ouais, c'était aujourd'hui, c'est ça. C'est de là que vous sortiez. C'est ça. Juste à la... Ouf. Fait que ça fait quand même déjà une bonne journée. Oui. On va essayer de garder le reste de la journée un peu plus relax. Fait que, ben, déjà, merci de nous avoir, de nous accueillir ici. Pour ceux qui nous écoutent, ils vont remarquer que le décor est un peu différent. Un peu différent. On est dans le salon Antonio Pinard. C'est un salon qui est réservé aux rencontres. Avant, c'était réservé aussi au dîner des élus et tout. Mais les élus, ça a augmenté un peu avant de réduire. Mais ouais, c'est un salon qui est réservé à certaines grandes rencontres, certaines rencontres officielles, travaux et tout ça. Sinon, on se demandait justement qu'on commence. Vous disiez que François Legault avait déjà, il était venu ici dans les derniers temps ou je sais pas quoi. Puis il se demandait, il était assis où? J'ai aucune idée parce que je faisais pas partie de cette rencontre-là. C'était une rencontre au sommet, là. Donc c'est juste comme la mairesse, le cabinet, puis genre les liens rapprochés de M. Legault. Honnêtement, je sais pas, mais j'imagine que ça doit être quelque part ici, là. C'est comme parce que Simon, c'est ça, il voulait s'asseoir à cette place-là en particulier, mais là, dans le doute, on signe comme ça. Mais selon le protocole, j'imagine que ils mettent toujours au milieu, quelque part de la table, là, puis à côté, il est flanqué de ses ministres et tout ça, là. Moi, j'aime bien imaginer François Legault comme Poutine. Fait que François Legault là, Evelyne Baudin là-bas. Non, c'est pas son genre. Ça aurait été un peu lourd de vous recevoir. Ça reste quand même quelqu'un de, si j'ai bien compris, les amis que j'ai qui travaillent pour la CAQ, d'assez terrain aussi, là, qui aiment bien être hands on wheel, comme on dit en bon français, là. Fait que j'imagine que c'est ça. Lui, avec sûrement son passé d'homme d'affaires aussi, il doit plus être comme dans OK, on négocie des affaires. Ouais, ça se passe. Là, eh ben là, nous, c'est ça, aujourd'hui, on voulait revenir un peu, en général aussi sur votre parcours, parce que, ça a l'air très intéressant, je vous avoue que... C'est très éclectique. C'est ça, ça va l'être, mais, c'est ça, je vous ai un peu stalké avant de faire cette entrevue-là. T'as fait tes recherches. C'est ça qu'on dit. Puis, c'est ça, j'ai vu que votre parcours a quand même, c'est ça, très large, il y a eu beaucoup de choses. Fait que, puis après ça, on voulait évidemment revenir plus sur un peu comme la job de conseiller municipal en tant que tel, plus peut-être la politique cherbrouquoise municipale, etc. Mais justement, avant d'arriver là-bas, comme d'où est-ce que vient Reyes-Kibonge? Avant, mettons, la carrière politique en ce moment, parce qu'il y en a qui vous connaissent comme élu, peut-être, de leur élu dans le district des Nations ou en tout cas au conseil municipal à Sherbrooke. Mais avant d'arriver là, comme ça a été quoi votre parcours? Ça a été un parcours très impliqué, je dirais, là. Mon premier contact avec la politique, ça a été en 2009, je pense. Je regardais passer l'élection municipale de cette époque-là, puis ça avait l'air assez intense. Puis ça a été une des campagnes dont on a le plus parlé à Sherbrooke, parce que l'élection municipale de 2009, c'est là où il y a eu comme une différence à la mairie de 122 voix, là. Okay. Ce qui est pas grand-chose. Pour le maire, c'était M. Sévigny versus Mme Gravel, et ça a été 122 voix d'écart. Fait que ça a été comme mon premier contact avec la politique municipale. Avant ça, j'étais plus comme impliqué comme bénévole. J'ai longtemps été impliqué d'abord comme bénévole au NPD, avant de devenir comme président de l'association, participer à la course à la chefferie en 2012 pour, à l'époque, c'était Mulcair. Et après, ça a travaillé proche avec le député Pierre-Luc Dussault de l'époque, avec la vague orange et tout le reste. Fait que ça a été comme mon introduction à la politique, là, avant d'étudier en politique. Okay. Mon parcours, le point commun avec mon parcours, c'est que j'ai toujours aimé être dans on va dire le service public, là, ou le care. Fait que ma première job à vie au Québec, c'était préposé aux bénéficiaires. Je travaille beaucoup avec les aînés. Après ça, j'ai été plus dans le service à la clientèle, avant de déménager avec ma famille en Alberta pendant 2 ans. Ça m'a permis d'apprendre l'anglais parce qu'à l'époque, je suis arrivé là, sincèrement, c'était Yes No Toaster, là. Okay. C'était comme ma première entrevue pour... je devais travailler dans une usine de construction, un truc comme ça, là, puis c'était assez... Mais j'ai toujours eu cet attrait-là de dire, OK, comment est-ce qu'on travaille avec les gens? Qu'est-ce qu'on fait pour travailler avec les gens? Je me rappelle que plus jeune, quand j'étais même ado,
parfois, je voyais des situations qui me révoltaient, là, que je disais comme, ben voyons, on peut faire, il faut faire quelque chose, là. Et c'est ça qui m'a poussé finalement en politique, c'est de dire, la fameuse question, il faut faire quelque chose, mais quoi, là? Et de trouver le quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ça qui petit à petit m'a amené à me diriger en politique municipale. OK. Puis, vous disiez, vous avez fait, c'est ça, des études en politique. D'après mes recherches, vous compléterez, mais c'est ça, vous avez fait d'abord au Cégep de Sherbrooke, si j'ai bien compris. Je sais pas exactement c'est quoi le programme, mais pour ensuite aller à l'école de politique appliquée. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça? Ça a été quoi un peu ce parcours-là académique? Vous aviez quel âge quand vous êtes rentré là-dedans? Vous cherchiez à apprendre quoi en particulier plutôt que de l'implication? C'est ça. J'ai fait un retour aux études assez tard. Parce que quand je suis arrivé au Québec, j'avais 20 ans. C'était en quelle année? C'était en 2005. OK. Donc, j'avais 20 ans en 2005. En fait, je venais d'avoir 20 ans. Puis là, après ça, j'ai comme travaillé pendant un bout. J'étais sur le marché du travail comme pendant un bout avant de revenir en 2007-2008. C'est quand je me suis établi à Sherbrooke. Et c'est là où j'ai recommencé mon parcours. Okay. Donc, j'ai commencé à faire le cégep d'abord, puis au début, je m'enlignais vers sciences nature, mais ça a l'air que moi et la chimie, ça fait pas bon ménage, c'était assez rough. Fair enough. Ouais. Fait que j'ai changé après ça, puis c'est à peu près c'est toujours vers la même période, autour de 2008-2009 que j'ai commencé à m'intéresser d'abord un peu à la politique municipale, puis la politique en général, puis commencer à m'impliquer activement en 2011-2012 sur la scène fédérale et tout. Et entre-temps, ben j'étais comme dans le programme au Cégep. Après avoir changé pour sciences nature, j'ai changé pour sciences informatiques. Et après sciences informatiques, alors je suis allé d'abord en administration à l'université. Et après administration, je suis allé en politique. Fait que, mais donc, j'ai essayé quand même pas mal de trucs différemment, là. J'essayais toujours de trouver c'était quoi le petit, quelque chose. Mon, pas ma motivation, parce que, en fait, ce que j'ai découvert au fil des années en train de faire plusieurs essais, c'est que j'aimais beaucoup tout ce qui touchait à l'aspect de mobilisation, là, qui est un grand aspect de la politique, mais j'arrivais pas encore à bien le cerner, puis j'avais pas assez de contact dans le monde politique, parce que tout fonctionne surtout par contact, que j'avais pas de contact en politique pour me dire, ah, c'est plus là que tu devrais t'en aller. Fait que j'ai dû faire beaucoup d'essais-erreurs avant finalement de me dire comme, arriver en politique, à l'école de politique appliquée, puis de me dire comme, OK, c'est ça que je cherchais, et puis oui, je suis capable de lire jusqu'à 2 heures du matin mes cours sans m'arracher les cheveux, alors que quand j'étais en administration, là, c'était à chemin de croix, là, passer 3 heures à lire des trucs sur la comptabilité, la finance, j'étais juste comme, OK, oui, je comprends, mais ça m'écoeure, c'est pas ça ce qui m'appelle. C'est un peu aussi l'intérêt, justement, avec notre émission, c'est parce que les gens en politique, ou qui s'intéressent à la politique, surtout dans un jeune âge, ont pas nécessairement toujours accès à des personnes qui sont présents ou impliqués en politique. Fait que pour eux, des fois, justement, c'est de savoir quel rôle je pourrais jouer là-dedans, puis qu'est-ce que moi je pourrais apporter alors qu'on veut changer les choses. Des fois, c'est un peu difficile, fait que d'avoir un peu des fois, justement, avant même de voir les personnes à la télé ou genre ce qu'ils font en tant qu'élus, c'est de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, ça aide à comprendre un peu plus. C'est ça, mais c'est un parcours personnel. Le mieux, c'est toujours, je dirais, d'essayer plus de choses. Plus on essaye des affaires, plus on est capable de réduire les choix. Au moins ce qu'on n'aime pas. Et écarter tout ce qu'on n'aime pas, c'est ça. Puis ce qui est fascinant avec le parcours académique, c'est souvent ça, c'est que souvent quand on va parler à quelqu'un qui va nous dire « Ah, j'ai un doctorat ou j'ai une maîtrise et tout ça », on pense que c'est quelqu'un qui a un savoir très étendu, mais en fait, c'est quelqu'un qui va avoir un savoir très profond. C'est que quand on est au bac, c'est ça, on est très généraliste, on se spécialise, on maîtrise un sujet, on va à la maîtrise, après ça, on devient comme docteur on a comme un doctorat pour un sujet bien précis, on va toujours plus en profondeur, là. Et c'est ça aussi qui fait que plus on fait des expériences, plus on essaye des affaires, plus on est capable de savoir quelle est la voie qu'on veut prendre. Puis surtout en politique, on se fait souvent dire quand on est jeune que c'est une histoire d'implication. Tu t'impliques quand même quand tu es assez jeune pour justement te construire une liste de contacts. Puis pour ceux qui ne savent pas, vous êtes un produit de l'école de politique appliquée. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez découvert des contacts à travers votre parcours? Ben, j'ai découvert des contacts, mais j'ai découvert aussi comme des gens qui voulaient s'impliquer, qui voulaient faire une différence.
une de mes plus grandes fiertés à l'école de politique appliquée, c'était d'avoir des amis qui étaient comme de toute allégeance. Aussi bien des gens qui avaient plus une frange conservatrice. C'est souvent nous autres ici. Non, c'est vrai. Puis c'était le fun parce qu'on était capable de prendre un verre dans un 5 à 8, puis s'ostiner sur des affaires comme niaiseuses. Là. Mais et même j'ai vu comme des campagnes électorales là où les gens étaient comme la campagne de 2015, c'était incroyable. Il y avait comme juste dans mon petit groupe là de personnes, il y avait comme une au fédéral, vous dites au fédéral 2015, bien entendu, ouais. c'est ça. 2015, il y avait comme pas mal de mes amis que je connaissais qui étaient comme dans la campagne du Bloc. Il y avait des gens qui étaient dans la campagne libérale. Moi, j'étais avec d'autres amis dans la campagne du NPD. Puis les 5 à 8 étaient très... Ça devait Et donc, ça brassait, là. Et il a vraiment fallu qu'après la campagne, on s'assoie puis qu'on se dise, OK, là, on met la campagne derrière, là, on continue à fonctionner ensemble, là, puis on s'entendait bien avec la campagne. C'est pas vrai qu'on va continuer à s'ostiner puis s'envoyer genre comme balader parce que genre comme ça a brassé un peu dans la campagne. Fait que c'est ça. Mais oui, les contacts c'est très important pour la simple raison que quand on fait de la politique, on touche aux relations humaines. Là, que politique là dans la définition étymologique, on parle de gestion de la cité et tout de la police. Fait que il n'y a pas de cité seule ou il n'y a pas de cité avec une personne. Une cité c'est l'ensemble des personnes qui l'habitent et ça demande de prendre contact avec des personnes et parfois c'est pas d'aimer des gens d'aimer tout le monde mais d'avoir un canal de communication avec tout le monde, c'est ça qui importe le plus là. Même si d'essayer de comprendre aussi, parce que des comprendre, fois, parce que plus on communique avec la personne, plus on est capable de comprendre c'est quoi ses motivations. Est-ce qu'il est là juste parce que c'est un problème d'ego ou parce qu'il veut vraiment faire changer les choses ou parce qu'il a vraiment une certaine vision économique. Là. Fait que c'est ça. Fait que plus on parle, plus on est capable de comprendre et moins on se parle, plus on se fait une image de l'autre qui est juste une caricature. Là, on dit OK, lui c'est juste comme un anarchiste, lui c'est juste comme un fasciste et l'autre c'est comme un communiste planqué. Bref, c'est la communication qui aide à rester dans la réalité en fait. Puis on dirait que les médias aussi contribuent un petit peu à ça, cette division-là. Ils alimentent, surtout si je regarde par exemple du côté de nos voisins du Sud, c'est une société qui est extrêmement divisée. Puis là, rassurez-moi, est-ce que c'est pas comme ça à Sherbrooke, j'espère? Non, c'est vraiment pas comme ça, sincèrement, là. On a eu un party des élus très le fun, genre, on garde ça. Dans le temps des fêtes, dans le temps des fêtes, là, c'est ça. Fait qu'on a eu un party très le fun, puis c'était très agréable de tout le monde. Enfin, tout le monde qui a pu venir était là. Genre. Mais, pour les médias, moi, je garde toujours comme, en perspective que les médias sont soumis à un fonctionnement. Mettons, les médias doivent fonctionner dans un cadre dans lequel les médias papier sont en train de mourir ou sont déjà morts, je sais pas, mais que tout ce qui reste c'est en ligne, puis en ligne, il faut attirer l'attention parce que les gens sont de plus en plus exactement, sont de plus en plus et s'ennuient de plus en plus et ils doivent produire du contenu. Et malheureusement, puis ça j'ai appris en écoutant comme un vétéran de la radio qui disait comme il y a rien qui vend comme la chicane là. Ouais. Parfois là, c'est pas que le groupe de musique. Ouais, c'est ça. Fait que ça serait un peu injuste de blâmer les médias et de dire comme tu sais, les médias ils cherchent juste comme à mettre de l'huile sur le feu parce que veut pas, c'est les règles du jeu. Puis comme disent souvent les Américains, don't hate the game, don't hate the player, hate the game. Là, c'est comme le jeu pour eux, c'est comme si je sors pas telle nouvelle, là, l'autre média va le faire. Fait qu'ils sont dans leur compétition aussi. Par moment, c'est pas le fun parce que il peut avoir comme juste des discussions normales, puis après ils disent, fait que là vous êtes vraiment fâché contre l'autre personne. Non, on a juste dit qu'on n'était pas d'accord sur ce point-là, mais après là, on est parti marcher ensemble, on a même pris une bière ensemble. Là, il y a un côté plus humain justement qu'on voit pas nécessairement dans. C'est c'est pas nécessairement de mauvaise volonté de la part des médias, mais que des fois le médium permet pas de montrer ce côté-là aussi de la politique. Exactement, c'est ça. Fait que c'est quelque chose qu'on apprend à vivre avec puis à gérer. Puis en fait, c'est beaucoup un exercice toujours d'avoir la perspective de dire OK, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Parce que si on le prend pour valeur comptante, on se dit OK, fait que les médias ils sont juste là pour comme mettons foutre le bordel puis ça marche pas. Mais une fois qu'on comprend la dynamique là,
on est même capable de travailler son message et la personne nous dit, donc, vous êtes en train d'accuser l'autre de mentir. Et puis là, on est capable d'avoir les outils et de dire, non, je dis pas que l'autre ment. Je dis juste que cette interprétation-là, ça couvre pas tout le sujet. Et ça permet de baisser la tension aussi, parce que parfois c'est comme ça escalade, fait que il faut être suffisamment malin pour dire aussi, ok, moi je vais comme baisser la tension, faire en sorte que les gens comme désescalader là. Puis ça aide à garder le. Ça revient un peu à ce que vous disiez, d'être capable de parler au moins, d'entendre ce qui se passe venant de perspectives qui sont pas nécessairement la vôtre. Ça permet justement de pas des fois s'envenimer, de prêter des intentions à un acteur dans un moment donné. Des fois, ça peut être un acteur partisan qui est dans une autre partie ou dans techniquement contre, là, quand c'est dans une campagne électorale, ça fait partie du jeu. Oui. Mais quand c'est, par exemple, différents acteurs de la société civile comme des journalistes ou encore peut-être des fonctionnaires ou des élus ou des choses comme ça, ben faut pas non plus, par exemple, que des élus, en tant que des fonctionnaires ou en tant que peu importe, prennent des intentions aux personnes à qui ils ont affaire, parce qu'après ça, de la discussion entre ces acteurs-là, exactement. Si par exemple, on se dit directement que le conseil municipal est contre ce qu'on va apporter, ben on arrive peut-être à c'est ça, et c'est tout le temps un exercice de réajustement c'est comme si ça demande tout le temps quand on place un meuble, là, on doit tout le temps prendre du recul pour dire, y es-tu à la bonne place, y es-tu croche, quand je suis là à côté, ça a l'air comme moins croche, mais quand je prends du recul, je me dis, finalement, j'aurais dû comme mieux le tasser. Fait que les relations en politique, c'est tout le temps ça, là. Puis ça, fait que finalement, vous aimez ça. Même, par exemple, vous disiez, vous avez fait informatique, administration, puis finalement, vous êtes là-dedans, là. Ce que vous faites actuellement, par rapport à ça, là, vous aimez ça, vous vous sentez... Parce que dans tout mon parcours, la chose que j'arrivais pas à exprimer, c'est que moi, ce que j'aime, c'est la mobilisation humaine. C'est comme prendre les forces des personnes, là, puis de les mettre ensemble dans une équipe et de dire comme, cette personne-là, elle est introvertie, mais elle est vraiment bonne à analyser, là, fait qu'on va utiliser cette force-là pour aller avoir la meilleure analyse possible. Et après, pour avancer, on a besoin de mobiliser les gens, fait que là, je vais pouvoir embarquer parce que c'est moi, mon point fort. Fait que c'est vraiment une situation, puis c'est ça que j'adore en politique, parce que c'est bien pour l'esprit curieux, puis moi je suis très curieux dans la vie, là, j'aime ça comme apprendre des nouvelles affaires, apprendre des nouvelles dynamiques et tout. Donc pour les gens curieux, c'est très bien. Pour les personnes qui aiment mobiliser justement ou aller à l'avant pour comme relever des défis, c'est la place où être. Fait que oui, définitivement, je dirais que après 1 an de mandat, je me sens à ma place, là. Fait que il y a encore beaucoup à apprendre, puis c'est un peu comme la fameuse courbe de Dunning-Kruger, dans laquelle au début on pense qu'on connaît, puis plus ça avance, plus on dit comme ok, je mesure l'étendue de ce que je ne connaissais pas. Pour l'anecdote, je vais me permettre 3 secondes. Oui. On était au Pharo juste en face de l'Hôtel de Ville il y a comme quelques minutes, là, je suis arrivé ici. On vient de parler. Puis on venait de parler exactement de la courbe de Dunning-Kruger, qui est pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas vraiment nécessairement ce que c'est. Puis vous compléterez chacun, là, parce que là, je dis ça pour vous, mais lui aussi peut me ramasser des fois. C'est bien. C'est ça. Mais non, bien, mais c'est qu'au fond, plus on apprend des affaires, la courbe de Dunning-Kruger dirait que au début, on gagne en confiance de façon exponentielle, où est-ce qu'à un point on arrive au monde de la stupidité ou quelque chose de pas le fun. En gros, c'est parce qu'on se trompe, parce que on apprend tellement vite beaucoup de choses qu'on apprend un nouveau domaine, qu'on se dit rapidement, Colin, je connais tellement 1000 choses par rapport à avant, fait qu'on prend plein de confiance, mais c'est le moment donné, plus qu'on apprend, plus qu'on se rend compte que non, on s'était trompé, les choses sont beaucoup plus complexes que quand on rentre dans un domaine, on a l'impression. C'est une très bonne explication, puis en fait, ça revient à... Je l'avais pas préparé, non. À ce que le philosophe grec qui disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Socrate. C'était, Charlotte. Justement, c'est, Charlotte à Socrate. On le salue. On le salue, genre, de sa Grèce natale. C'était pas fair à Athens. Mais, c'est ça, c'est comme, on avance dans le domaine, puis on se rend compte, oh wow, ok, j'avais pas ouvert toutes ces portes-là aussi, là, puis chacune de ces portes mène à, on va dire, comme des blocs que je connaissais pas, fait que ça aide à être humble, mais aussi à vouloir en apprendre plus et à devenir plus compétent, je dirais. Être toujours prêt à repartir un peu de zéro,
sais, moi j'ai l'impression, puis je suis pas pantoute dans votre situation actuellement, mais que des fois c'est surtout de se dire, ah, ben finalement je connais peut-être rien justement, je suis prêt à réapprendre à zéro une nouvelle affaire. Parce que des fois, sinon, tu peux te dire, non, je connais déjà tout, puis là, tu te trompes parce que tu appliques ce que tu as déjà appliqué dans le passé à des situations nouvelles. Exactement. En disant que mais en fait, je nuancerais un peu parce que on peut jamais dire je connais rien, là, parce que... Ouais, non, mais pas rien. Mais je comprends ce que... dans son approche on peut vraiment apprendre encore. Exactement. Ouais. On peut vraiment partir du fait de dire comme, il y avait beaucoup que je connaissais pas, là, puis je dois encore apprendre. Mais c'est ça qui est le plus dur souvent en politique, c'est que souvent on doit prendre des décisions avec seulement une partie de la formation. Là, on n'a pas toute l'information. Un des livres que je lisais pendant la période des fêtes, là où j'ai pu enfin lire un peu, là, c'était comme le printemps le plus long, et ça raconte un peu la première saison au début de la pandémie, là, en 2020. Là. Et c'est vraiment génial parce que c'est un journaliste qui a rassemblé toutes les informations qu'il avait, et tu le vois comment au début le gouvernement navigue à vue, là, puis c'est comme ils ont les plus grands spécialistes du Québec et tout ça, mais vu que personne ne sait ce qui s'en vient, parce que la dernière pandémie remonte à un siècle, là, puis qu'on n'avait pas d'ordinateur à l'époque, il y avait pas de ressources et tout ça, les gens ont gardé des vieux grimoires quelque part là de comment est-ce qu'ils ont géré la pandémie à l'époque. Et c'est ça qui est fou quand même, c'est que c'est là où tu vois comme la mobilisation puis l'esprit de OK, là, on doit faire quelque chose, faut qu'on s'occupe. Puis le livre me fait penser un peu à un mime que j'adore là sur internet qui dit comme ce moment terrible où tu cherches dans la pièce l'adulte dans la pièce et tu te rends compte que c'est toi là. Fait que c'est ça souvent être au gouvernement. C'est comme, à un moment donné, tu te dis, OK, qui d'autre va s'occuper de ça? Puis il faut que tu t'occupes de ça. Fait que c'est comme, OK, je me calme. Et là, maintenant, je commence à travailler avec les experts pour comme avancer. Puis c'est une expérience assez unique. Ça me fait penser un peu, pendant qu'on était au bac, dans le cours de gestion de l'État, en fait, c'était politique publique, pardon. On avait Madame Chaloux. On avait reçu Jean Charest en conférence. Puis il nous avait dit, vous allez voir si vous faites de la politique, vous croyez souvent, vous arrivez avec cette idée préconçue que en politique, le but, c'est de prendre les meilleures décisions possibles. Alors qu'il nous a dit qu'en politique, c'est souvent de prendre les moins pires décisions. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi... J'ai pensé ça très longtemps, jusqu'à ce que je me rende compte que oui, c'est vrai, on peut choisir les moins pires, mais il y a toujours une façon de dire c'est quoi le moins pire pour quelqu'un. Parce que pour quelqu'un, je sais pas moi, qui doit choisir entre une salle de sport et une salle de culture, par exemple, là, il va se dire, mais le moins pire... On dirait que ça vous est arrivé. On dirait que c'est tellement un exemple. Ouais, c'est vrai que ça est un peu possible. Mais en fait, c'est un peu pour dire que le moins pire, et c'est ça qui est formidable, c'est que, aussi bien en urbanisme qu'en politique, qu'en beaucoup d'autres domaines qui touchent vraiment à l'être humain, là, c'est que le choix, c'est du moins pire ou tout ça. Il peut toujours être justifié d'une certaine façon. Fait que finalement, ça revient à comme l'orientation, à l'idéologie, à comme la perspective. C'est ça le mot. Exactement qu'on a. Parce que on a eu quand même comme, on va dire comme citoyen, un exemple en 2015 de deux situations exactement pareilles qui ont été choisies, qui ont eu des choses, qui ont eu des solutions exactement différentes. En 2015, on avait comme une situation économique difficile. Le gouvernement provincial a décidé d'aller vers l'austérité qu'ils ont appelé comme la rigueur budgétaire. Le gouvernement fédéral a décidé d'aller vers plus du keynésianisme et plus des dépenses. Avec l'arrivée de Trudeau, justement. Exactement. Fait que c'est là où on voit que c'est pas une science exacte, que pour le provincial, le moins pire, c'était comme de réduire les dépenses. Pour le fédéral, le moins pire, c'était comme de stimuler la croissance. Et que les deux avaient à la fois tort et raison. Et c'est là où on se dit comme, oui, c'est vrai que quand on est en politique, on peut se dire, j'essaie de faire le moins pire, mais la réalité, c'est que notre perspective va toujours faire une différence de qu'est-ce qu'on va choisir qui est le moins pire. C'est super intéressant. Non, mais c'était super bien dit. Moi, je trouve ça... Parce que je trouve ça super intéressant parce que des fois, on dirait que, mettons, moi, personnellement, dans mon parcours académique, on dirait que j'étais à la
recherche des fois de réponses à mes questions. Puis on dirait que des fois, plus on avance, plus on a juste d'autres questions. Puis c'est drôle que vous arriviez dans un domaine comme à la base un peu sans snap, par-ci par-là, puis ça a comme progressivement parti vers autre chose complètement au final. Mais de partir d'un domaine qui est un peu plus des fois à quelque part un peu plus réponse claire, tu sais, en sciences nat, à un moment donné, je m'imagine que ça peut être un peu plus, tu sais, il y a des règles un peu de chimie physique, des choses comme ça, ou en tout cas, c'est comme ça qu'on s'interprète le monde à ce moment-là, puisqu'en sciences plus humaines, comme vous dites, les individus, ils ont plein de visions, de perspectives tout aussi valables, tant qu'elles sont justifiées à un certain point, là, bref, exactement. Puis la différence entre... C'est difficile de dire avec ça. Exactement. Puis la différence... Moi, vous allez voir, j'utilise beaucoup d'exemples de films parce que je suis un grand cinéphile, j'adore les films et tout ça. Et la différence entre sciences humaines et sciences... nature, par exemple, en fait, on va dire comme entre les sciences pures ou dures et les sciences molles, sciences humaines, c'est que dans les sciences humaines, on est toujours comme dans cette espèce de perspective là du chercheur qui dit que, écoute, tant que j'ai pas trouvé de corbeau blanc, je dis que tous les corbeaux sont noirs. Donc, on a raison jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on est. Alors qu'en sciences nature, souvent, on est comme, écoute, ça marche de même, là, c'est la règle, puis ça finit là. Mais de la même façon que dans le film un vieux film de Bruce Lee, là où il y a comme cet homme qui est comme costaud puis qui arrive puis qui veut l'intimider, lui montrer qu'il est vraiment fort puis qu'il brise une planche en un seul coup et que Bruce Lee lui a cette réplique qui lui dit « Le bois ne rend pas les coups. » Dans le fond, c'est facile de briser une planche, là. Essaie avec moi, tu vas voir. C'est que en sciences humaines, tu peux pas plier la volonté humaine, les peuples, les situations humaines comme tu peux mettre. Sinon, si c'était ça, on n'aurait pas de récession, on n'aurait pas genre de grosses catastrophes économiques et tout ça. Mais à chaque fois qu'on a cru qu'on avait la solution pour mobiliser les gens, pour avoir un bon marketing et tout ça, là, l'être humain change, l'être humain s'adapte, l'être humain fait une différence. Et c'est ça qui rend comme qui fait qu'en fait, souvent, on est plus à essayer de surfer avec la vague et suivre le mouvement, là, que de dire je contrôle la vague. Tu contrôles rien du tout. Là. Tu fais juste contrôler la planche sur laquelle tu es, puis c'est tout. On n'impose pas non plus, c'est ça, sa vision, s'il n'y a pas justement une vague. Tu sais, on peut pas surfer s'il n'y a pas de vague. Exactement. Faut qu'il y ait dans la population, à quelque part, quelque chose qui nous apporte, par exemple, à devenir justement élu pour après ça assumer ses idées. Puis c'est pour ça que les grands politiciens, mettons, si on peut appeler ça comme ça, ou les habiles politiciens qu'on connaît, c'est ceux qui savent sentir la vague, ceux qui savent être connectés avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que les gens sentent et tout. Et on le voit, un politicien qui parle de rigueur pendant que tout le monde est en train de perdre son emploi va beaucoup plus avoir de misère à se faire élire que quelqu'un qui parle de programmes sociaux. Parce que les gens sont comme, je suis en train de perdre mon filet, puis toi tu dis, on va couper le reste du filet qui reste, c'est pas vrai que je vais te mettre là. Et c'est la même chose, fait que l'excès de ça peut être de l'opportunisme qui va faire qu'il y a certains politiciens, certains élus qui vont manquer de vision. Et c'est pour ça que ils arrivent dans une vague qui leur est pas nécessairement destinée, mais ils apprennent. J'ai mis ça dans des mots que ça peut être un peu les intentions, mais c'est pas nécessairement d'en vouloir à ces politiciens-là, mais c'est juste que des fois, tu sais, il faut quand même toujours quelqu'un qui prend le rôle de leader dans une situation. Exactement, il faut toujours avoir cette flexibilité-là. Parce que la personne qui ne fait que suivre la vague sans donner une direction, là, finit, on va dire, comme soit sur des rochers, parce qu'il a juste suivi la vague jusqu'à ce que finalement, il est tombé au mauvais endroit, ou il se retrouve perdu dans l'océan. Donc, c'est ça. Donc, il faut savoir, suivre la vague, mais par moments aussi comme rediriger un peu comme ça. On rapporte une sorte de concept de Paul 113 là, du cours que Jean Herman donnait. J'imagine que vous aviez eu Jean Herman à l'époque. Est-ce que c'est on le salue? On le salue. Encore une fois. Mais parce qu'il donne plus les cours là actuellement, mais on a été la dernière cohorte à l'avoir. En fait, j'ai eu le plaisir d'avoir Jean Herman, aussi bien en Paul 113 que dans l'histoire des idées politiques. Exactement. Et les systèmes
électoraux. Ça, c'était comme notre... C'est 108, ça, non? 108, mais je me souviens plus du nom. Ouais, Parti politique et système électoral. Parti politique et système électoraux, genre. Puis c'était fascinant comme cours. Là. Mais il y avait un concept qui vient pas nécessairement de lui, là, mais c'était de Machiavel qui disait que, tu sais, avec la vertu, la fortuna, puis la nécessité, je sais pas comment les dire exactement, mais il y avait l'idée que, au fond, dans la vie, mais comme en politique, on peut extrapoler ça à ce qu'on veut, là, j'imagine, mais c'est qu'on est surtout, au fond, quelqu'un sera un voilier au milieu, genre, d'une mer avec des vagues. Tu sais, exactement. il y a les vagues, on peut pas on les contrôle pas, le vent on le contrôle pas, mais on peut décider ce qu'on fait de notre voile. Fait que comme il faut s'adapter à des conditions qui sont extérieures à notre contrôle. Fait que c'est les éléments tout ça. Mais après ça, on peut décider de les utiliser d'une façon ou d'une autre. Puis là, je parle pas de l'utiliser d'électorat, là. Faut pas faire les mauvaises métaphores. Mais l'idée, c'est que, tu sais, des fois, il faut s'adapter, mais en même temps, on peut quand même amener notre voilier un peu des fois où est-ce qu'on veut quand même. C'est juste que des fois, on va prendre des chemins qu'on peut pas prévoir à la base. La valeur suprême en politique, c'est l'authenticité. Exact. C'est-à-dire, on peut être flexible, on peut décider d'en faire plus pour l'environnement ou moins pour l'environnement, ou plus pour l'économie ou moins pour l'économie, mais il faut avoir une base, un centre de gravité qui est comme moi, ma limite, c'est là. Parce qu'il y a rien que les gens détestent comme quelqu'un qui est prêt à tout faire pour rester en politique, qui est plus lui-même et tout ça, là. Les gens préfèrent quelqu'un qui perd et qui revient parce qu'il a toujours dit une certaine chose, là, sans être comme extrême, que quelqu'un qui est comme, moi, je suis tellement flexible que aujourd'hui, je suis 100% pour telle monnaie, puis le lendemain, je suis 100% contre. Les gens veulent savoir qu'on pense ce qu'on dit puis qu'on est honnête, là. Puis c'est ça, en fait. C'est comme quand on a quand on a une authenticité puis qu'on se dit, moi, je peux être flexible sur ça, c'est-à-dire je peux dire comme bon, je voulais que ce projet-là aboutisse en 6 mois, ça va peut-être aboutir en 5 ans, mais pas que j'ai totalement changé d'avis. C'est ça, exactement. Là. Mais donc, les gens veulent et où là-dedans la place pour la remise en question? Tu sais, oui, l'authenticité, mais à un moment donné, les gens peuvent se poser des questions puis se dire est-ce que j'avais tort? Puis changer d'idée par après, puis évoluer. C'est ça. Parce que, et c'est là où l'authenticité fait une différence, c'est que si la personne croit sincèrement que, on va donner un exemple municipal, que les fusions municipales, c'était vraiment pour le bien, et qu'après ça, elle se rend compte que c'est différent, que ça demande comme peut-être des conseils d'arrondissement pour que ça fonctionne mieux, au lieu d'avoir d'une seule grosse ville de 170 000 habitants, puis que les gens se sentent pas écoutés, tout ça. La personne peut dire, ben, on va faire un ajustement. Je reste authentique au fait qu'il faut qu'on rassemble les ressources, mais la réflexion m'a montré que peut-être que je devrais être un peu moins rigide dans la disposition dans la gestion de ces ressources-là. Fait qu'on va garder comme la ville comme un seul ensemble, mais on va comme déléguer certains pouvoirs, déconcentrer pour que ça fonctionne un peu mieux. C'est ça, la remise en question ne doit pas être un reniement. On ne doit pas dire comme, tu sais quoi, je renie totalement finalement, non. mon allégeance, finalement, ouais, c'est ça. Mais en même temps, et c'est ça qui est beau, il faut se rappeler qu'on est en sciences humaines et qu'il n'y a pas d'absolu. Donc, il faut toujours savoir que même si il y a certaines affaires qu'on dit, ah, ça, c'est une règle de base, là. Il peut avoir des exceptions. C'est un peu, puis là, je vais me permettre un petit écart, mais c'est un peu aussi l'idée, à quelque part, qu'il y avait peut-être avec le nombre de vidanges comme émission, c'était parce que, tu sais, je pense que l'important, comme vous dites, c'est l'authenticité en politique, puis des fois, il y a beaucoup trop de gens qui s'imaginent que les politiciens, tu sais, peut-être c'est des vidanges. Puis c'est aussi parce qu'on voulait désamorcer un peu ce genre de pression-là, que des fois, il y a des émissions qui ont l'air peut-être trop, on va dire, radio-canadienne ou professionnelle. Fait que ça fait qu'on tombe rapidement dans la langue de bois. On n'a pas le temps pour des nuances. On n'a pas le temps de prendre le temps de dire les choses. On dirait que c'est soit on est une vidange dans l'idée que c'est parfait, soit c'est des poubelles. Exactement. Puis il y a genre jamais d'entre-deux. Fait que moi, c'est un peu de jouer avec cette idée-là. Puis c'est parce que justement, il n'y a pas d'absolu, que c'est drôle de pouvoir comme prendre le temps de discuter de ces choses-là. Mais pourquoi pensez-vous dans ce cas-là que dans la société, ben là, ça c'était mon petit écart, mais je reviens, mettons, à pourquoi pensez-vous que l'authenticité, c'est aussi important actuellement pour les citoyens, mettons, ce qu'ils recherchent chez leurs élus, puis pourquoi ils ont l'impression, des fois, on dirait, de pas en retrouver chez leurs élus. Puis je vous vise pas, vous, personnellement, mais en tant que citoyen, avant d'avoir été élu, comme
comment vous perceviez ça, puis qu'est-ce que vous faites en tant qu'élu pour pas puis que ça, soit... je vais le dire en toute humilité, là, je pense que je suis quelqu'un à part. Un peu spécial, dans le genre que je suis là à tout le monde spécial. Shout out. S'ils écoutent, c'est sûr qu'ils sont un peu non, mais c'est vrai, genre... nos auditeurs, ouais, c'est vrai. en général. C'est parce que j'ai toujours comme pris l'exercice de me dire comme, OK, mais qu'est-ce que cette personne-là sent? Qu'est-ce que la personne... Et je pense que les gens manquent beaucoup d'indulgence et qu'on est dans une société dans laquelle très nord-américaine, c'est-à-dire très compétitive dans tous les domaines. Il faut être la meilleure personne. Puis quand on dit que vous êtes une bonne personne, ça veut pas dire que vous êtes juste une bonne personne. Vous êtes comme la meilleure personne, vous aidez puis désolé pour l'exemple stéréotypé, vous aidez les petites madames à traverser la rue, vous faites le gazon du voisin. Donc, quand on dit une bonne personne, c'est supposé être parfait. Ah ouais. Puis c'est ça le problème, c'est que dans cette vision-là nord-américaine de l'ultra-performance, même dans la vie de famille, même dans la bonté et tout ça, on oublie un principe qui était avant dans les sociétés, mettons, surtout au Québec, dans les sociétés chrétiennes qui parlaient de charité. Là. C'est comme une des choses qui m'a marqué à l'université de Sherbrooke, c'est que la devise de l'université de Sherbrooke, c'est Caritatis in Veritatem. Donc, la charité dans la vérité, c'est que c'est pas parce qu'on a raison. Shout out l'Université de Sherbrooke. Shout out l'Université de Sherbrooke. C'est pas parce qu'on a raison qu'on doit être, à défaut d'avoir un autre mot, un trou de cul. Là. C'est pas parce que j'ai raison que je dois comme enfoncer la personne, l'écraser, lui dire comme j'ai raison, puis t'as tort et tout ça. Non, il faut que la vérité soit dans la charité là. Puis si c'est contre les autres, au fond, c'est. Mais c'est ça. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Mais ça fait en sorte que ça crée une société dans laquelle on s'attend à ce que nos vedettes soient parfaites, que nos politiciens soient parfaits, que quand on est un parent, on soit parfait. Puis les gens, souvent, on l'entend dans les reportages télé, on sait pas comment c'est arrivé. C'était comme tellement le gendre parfait, le parfait enfant, le parfait père et tout ça. Mais c'est l'une des premières choses qu'on apprend en grandissant, c'est qu'il n'y a rien de parfait. Il y a des nuances. Un des premiers chocs qu'un enfant doit vivre, c'est de se rendre compte que son père, c'est pas le plus fort, ou sa mère, c'est pas la plus intelligente, ou peu importe. Mais le premier choc de se rendre compte que nos parents sont pas des divinités, mais des êtres humains faillibles aussi, là. Il y en a qui le prennent mal et ils ont une mauvaise relation avec leurs parents, puis il y en a qui comprennent et que ça amène de l'empathie en disant comme il a fait cette erreur là ou il a dit quelque chose qu'il fallait pas, ben c'est un être humain aussi. Puis c'est ça qui manque souvent, c'est que on est toujours dans cette performance là, tout doit être même quand on fait des vidéos, des TikTok et tout ça, tout doit être bien liché, propre, parfait. En termes d'absolu, c'est soit on est parfait, soit on est rien. Exactement. Vidange. Et c'est ça qui va faire en sorte que quand les politiciens qui sont des êtres humains qui doivent prendre certaines décisions difficiles et qui ont parfois des écarts comme n'importe quel être humain, là, les gens vont les juger beaucoup plus difficilement que si c'est des personnes. Par exemple, on va prendre un exemple simple, quelqu'un qui est cadre à la ville de Sherbrooke, qui va pour ses vacances en Floride ou dans le sud et tout ça, qui met 2-3 photos, là, c'est bien normal. Un politicien qui travaille aussi fort que ce cadre-là, des 50, 60, 70 heures semaine, et qui fait la même chose, là, c'est un crotté. Fait que ça fait en sorte que... Ou un paresseux, même. Un paresseux. Alors que la personne, elle a travaillé toute son année aussi fort que la personne qui est dans l'administration. Pourtant, ils sont quasiment dans le même monde. Ils répondent aux citoyens, les deux, ils travaillent, ils doivent gérer beaucoup d'affaires et tout ça. Mais c'est ça, pourquoi? Parce que il y a comme cette idée-là de comme ça doit être tout ou rien, puis que ça amène justement un débalancement dans ce qu'on doit attendre des personnes. Puis j'imagine que si vous nous l'exposez, c'est que vous avez sûrement fait face à ce genre de pression-là de la part des citoyens? Ou... Pas directement, mais ce qui est bien en politique, c'est qu'on parle à beaucoup de personnes, puis il y a vraiment toute une nouvelle vague, toute une nouvelle génération de politiciens qui sont entrés en politique en 2021. Aussi bien à Granby qu'à Longueuil, qu'ici au municipal, c'est ça, exactement. En fait, c'est simple, il y a environ un peu plus du tiers des politiciens, des élus municipaux qui ont été renouvelés,
c'est tout du monde, genre dans la vingtaine, dans la trentaine, au début. Dans les grandes villes principales, là, on aussi. a vu. Ben non, mais je parle, tu sais, dans les élections, souvent il y a au municipal, il y en a par acclamation là, dans certaines villes, villages un peu plus petites. Mais dans les villes principales ou les moyennes grandes villes du Québec, on a vu en effet cette vague-là. Un renouveau des jeunes. Un renouveau, on le voit sur les pages Instagram, Facebook, tout ça de Evelyne Bourdin. Parce que le truc qui m'a marqué aussi. Maire de Laval, tu on voit tout. Non, mais on les voit souvent les photos, genre de, tu sais, mettons Evelyne Bourdin, maire de Laval, Stéphane Boyer, Catherine Fournier, en tout cas. C'est bon. Tu connais, Bruno Marchand. J'ai pas envie de toutes les faire, ouais. J'ai pas envie de les nommer jusqu'à me tromper. Mais c'est ça, c'est que, on parle entre nous, puis on se dit comme, ouais, cette photo-là, genre, ma personne au com m'a dit comme, ouais, toi, à côté de la piscine, non. Genre, ça marche pas, là. Genre, tu dis, pourtant, je suis authentique. Genre, oui, mais les gens comprennent pas, là. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a un nouvel électorat qui arrive tranquillement? Parce que, tu sais, on dirait que moi, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ce qui apporte justement, c'est une meilleure proximité avec les gens et les élus en général. Fait moi, personnellement, en tout cas, tu sais, on dirait que j'ai plus confiance en un élu que je vois son authenticité, je vois, notamment ses défauts, mais je vois un peu comme son day-to-day. Tu comprends que c'est un être humain mais c'est parce que on prend aussi en compte que les êtres humains sont des êtres humains, c'est-à-dire que oui, c'est le fun de voir que la personne est authentique jusqu'à ce qu'il a l'air d'avoir un peu plus de fun que toi. Fait que la personne qui dit non mais c'est ça, la personne qui met sur sa page Instagram qu'il a eu une crevaison, qu'il a fait tomber son café ou qu'il vient de réussir ses muffins, c'est cute, c'est le fun. La personne qui dit comme, hey, en ce moment, genre, je suis à New York parce que je fais une rencontre importante par rapport à tel enjeu. Non, ouais, mais pourquoi t'es à New York, là? T'as l'air d'avoir du fun, là, et tout ça. Mes affaires vont bien. Exactement. Fait que c'est cette balance-là, parce qu'il y a des gens, sincèrement, qui vont être contents pour toi. Puis il y a des gens qui vont juste pas aimer ça, genre, en disant comme, t'as donc bien avoir du fun, toi, en travaillant, là, alors que moi, comme, c'est pas tout le temps le fun. Puis c'est ça aussi le problème, c'est que souvent, sur Instagram, c'est rare que les gens vont mettre comme, j'ai vraiment une journée de marde. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait, il y a pas vraiment de place à la vulnérabilité de nos jours. Exactement. Surtout avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de juste montrer les bons coups tout le temps. Mais moi, je suis quelqu'un d'optimiste, puis je pense que il y a petit à petit un cheminement vers la vulnérabilité, mais aussi vers comme la compréhension que les personnes sont des êtres humains, là. On le voit comme à travers dernièrement les dernières semaines, puis ça se peut que vu que je suis dans un monde qui parle beaucoup plus de parentalité et tout ça, c'est pour ça que j'ai plus vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais la plupart des femmes qui remettent en cause la maternité, puis de dire comme oui, le sujet tabou de nos jours, c'est de parler de maternité, de dire comme ouais, j'ai des enfants, mais peut-être j'aurais comme pas fait d'enfants et tout ça, là. C'est qu'ils commencent à avoir cette ouverture-là qui... Dans des modes de vie, on dit alternatifs à ce qu'il y avait avant. Exactement, mais cette acceptation-là que les gens peuvent être vulnérables, peuvent être humains, puis que c'est pas vrai qu'on pense tous pareil, puis c'est ça. C'est pas tout le temps facile, puis ça demande des remises en question, comme tu disais, mais on chemine vers là. On n'est pas rendu là, mais on chemine vers là, vers le « je suis humain, je suis faillible » et ça m'empêche pas de faire de mon mieux. Déjà, c'était super intéressant, le petit côté plus, on est quasiment parti un peu sur du philosophique, ouais, de pourquoi, du comment, de la politique. Ouais, c'est ça le problème, on met trois personnes de paix ensemble. Non, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que, puis j'ai du respect pour tous les invités qu'on a reçus jusqu'ici, mais c'est pas toujours on dirait des anciens étudiants de l'école de politique appliquée, fait qu'on dirait que là, on est parti particulièrement loin dans des affaires, mais c'était vraiment super intéressant. C'est parce que c'est ça la politique. Quand on parle de quand on revient à... Il y a du philosophique, il y a de l'économique, il y a du pragmatique, là, mais parfois il y a du rêve aussi. Et du ras-le-bol. Puis c'est ça qui est génial en politique, c'est que c'est à la fois beau, puis laid, puis c'est profondément humain. C'est humain, donc ça vient avec les grandeurs et misères du genre humain. Mais c'est ça, fait que je voulais pas comme arrêter un peu ce segment-là, puis on peut toujours c'était vraiment le fun. Mais on a vu la personne. Mais c'est ça, je trouve qu'on a un super bon portrait, mais je voulais aussi comme parce que on voulait aborder aussi le côté plus peut-être politique actif. C'est ça. Fait que tranquillement
dériver, on va dire, là-dessus. Mais tantôt, vous disiez que vous avez fait vos études, je me souviens plus exactement des années, mais autour de 2009, 10, 11, en tout cas, ça avait commencé à peu près dans ces années-là. C'était des années, tout d'abord, à l'époque où il y avait un premier ministre du Québec, Jean Charest, qui était encore au pouvoir, puis qui était élu juste ici à Sherbrooke. Je serais peut-être intéressé de savoir déjà c'était comment d'avoir, parce que tu sais, ça doit avoir certainement une influence un peu sur sa manière de voir la politique quand le premier ministre il habite genre dans la ville non, à l'époque. c'est ça qui est triste. Puis il y a eu après ça le printemps érable 2012, les manifestations étudiantes, puis on y reviendra un peu par la suite, mais on avait interviewé aussi Christine Labrie, qui nous avait dit qu'à l'époque, pour elle, ça avait été quand même un moment charnière, les manifestations étudiantes de l'époque, qu'elle avait même vu à l'époque quand même déjà Gabriel Nadeau-Dubois, ça avait déjà comme été comme une sorte d'avant-goût d'un peu vers où est-ce qu'elle est rendue actuellement. Fait que je me demandais, mettons, cette époque-là, Jean Charest, Sherbrooke, les manifestations étudiantes, tout ce genre de vos années étudiantes de ces années-là, il y avait quoi comme contexte là, puis comment ça vous a influencé, quoi, sur votre vision? Ben, c'était une année très intéressante. Moi, en toute honnêteté, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la politique. Oui, c'est vrai, il y a eu la campagne de 2009 avec les municipales et tout ça, que j'ai regardé de loin, mais que j'ai commencé à m'intéresser. Mais 2008, je me suis plus intéressé à la campagne américaine, l'élection d'Obama. Et je te dis, wow! Parce que la blague à l'époque, c'était de dire comme, ouais, peut-être que mes arrière-petits-enfants verront le premier président noir, là, mais fait que c'était vraiment un big deal 2008 que ça arrive et tout ça. Puis directement après, je me rappelle encore, le 8 novembre, il y avait l'élection d'Obama. Le 9, Jean Charest lançait l'élection. Puis ça a été comme l'élection avec le plus bas taux de participation. Ouais, l'attention était ailleurs complètement. Totalement et tout ça. Fait que ça changeait pas grand-chose d'avoir le premier ministre dans la circonscription parce qu'il est jamais là. Mais ça permettait de s'intéresser un peu à ce qui se faisait. Je sais qu'à l'époque, je le trouvais sympathique dans le sens que il avait promis qu'il montrait le salaire minimum et j'étais quand même dans une période, on va dire une des périodes les plus pauvres de ma vie, là, parce que je travaillais, j'allais aux études, j'allais au cégep et tout ça, mais mettons que il fallait en arracher, là. Il fallait comme parfois que je décide, tu grattes par-ci par-là. Est-ce que je paye telle affaire? Est-ce que je paye comme la moitié de la facture de mon téléphone? Puis après ça, une autre partie, genre de l'épicerie et tout ça. Bref. Fait que moi, je trouvais que ça faisait vraiment du sens, un politicien qui venait puis qui disait comme, on va monter clairement vos conditions de vie en montant le salaire minimum et tout. Par le travail, là, au fond, c'est un peu là. C'est ça, ce genre d'affaire-là. Mais, je m'intéressais pas plus que ça. Puis, mais à l'époque aussi, j'avais quand même des amis qui étaient très, très souverainistes là, au cégep et qui me parlaient un peu. Fait que ça a été ma période là où je me suis plongé à fond dans toute l'histoire du Québec parce que un de mes sujets que j'adore, là, c'est l'histoire. Là. Fait que souvent, je vais être comme dans l'histoire de la Chine ou bien l'histoire de la France. Et là, ça, c'était ma période histoire du Québec. Fait que j'ai commencé du débarquement et de trucs de Champlain à la Révolution tranquille, en passant par toutes les autres élections qu'il y avait eu. Puis je trouvais ça full intéressant, justement, comme tout le mouvement, toute la Révolution tranquille qu'il y avait eu et tout. Mais pas assez pour dire comme, OK, je me lance en politique et tout ça. J'étais encore très terre à terre. Puis là où j'ai commencé vraiment à bouger, parce que ce qui m'intéresse toujours, c'est comme, comment est-ce qu'on peut améliorer le truc, améliorer pas le genre humain, mais comment est-ce qu'on peut améliorer la société, comment est-ce qu'on peut amener les conditions de vie des plus vulnérables, des plus malheureux, et tout ça. C'est ça qui me motive depuis que je suis tout petit, là, et que j'ai été confronté à des gens qui avaient faim, des gens qui étaient dans une misère atroce et tout ça. Fait que c'est toujours ça qui m'a toujours motivé. Fait que, plus tard, quand j'ai compris que, en entrant en politique, on peut faire on peut travailler pour ça. C'est quand j'ai commencé à faire ça. Mais à l'époque, pour de vrai, les gens étaient pas très politisés. Puis moi non plus, là. Je regardais la politique comme on regarde une game de football, là. Ouais. Moi, ça, c'est mon équipe.
Exactement. Vraiment. Puis s'ils perdent, t'es comme, oh, tout bad, genre... Ils sont rendus juste en semi-finale cette année. Exactement. L'autre fois d'après, t'es comme, finalement, eux autres sont bons cette année, peut-être. Alors que j'avais des amis qui ils braillaient, là. Ouais, quand je me rappelle, je faisais des soirées Super Bowl à la maison depuis 2009, là. Dès qu'il y avait une élection, genre, j'invitais des amis, puis on faisait des pizzas, de poulet, genre, puis on faisait Fait que vous avez aimé un peu le concept qu'on oui, avait fait de faire des soirées, justement. Oui, mais j'ai pas pu venir, non, mais j'ai adoré passé ça. à celle américaine. Exactement. Mais c'est un des trucs que je regrette un peu quand même depuis l'élection, c'est que j'ai plus ces petits temps-là de dire comme j'organise quelque chose avec des amis pour écouter ce genre de soirée électorale parce qu'on n'en manquait aucune, là. C'est comme Ontario, on le fait, genre. Québec, on le fait. États-Unis, on le fait. Non, on était craqués. Moi, ma gang, dans la gang, il n'y a pas tout le monde qui est aussi craqué que moi, mais mettons, moi, les élections parce que pour nous, c'était ontariennes, je les écoute. C'est ça. C'est comme au Québec. Nous, c'était l'occasion d'apprendre sur les candidats et de faire des paris, des poules. C'est un peu drôle, mais non. Mais c'est fun. Parce que, en Angleterre, ils ont des poules et des paris officiels. Tu peux parier vraiment sur comme quel gouvernement, la prochaine élection et tout ça. Dernièrement, le pari qui a le plus passé aux nouvelles, c'était comme le chou versus la première ministre. Qui va périr le plus, là, qui va périr le plus vite. Information a fait presque la même chose pour Madame Anglade, là, mais de dire est-ce qu'elle va se rendre à la patate ou est-ce que ça va être comme le kale ou je sais pas quoi, la coriandre. Bref, mais c'est comme un truc que je trouve intéressant parce que veut pas, en tant qu'être humain, là, c'est beaucoup de gens l'oublient, mais quelque chose, quand on veut s'intéresser à quelque chose et qu'on en fait un jeu, les gens commencent à trouver ça le fun. Moi, c'est con. Ça rend ludique un peu, tu sais. Ça rend la chose amusante. Mais c'est vrai. Mettons. Fait que, si je reviens au sujet, 2009, c'était assez calme. 2011, il y a eu la vague orange. Ça m'a vraiment propulsé, intéressé à la politique fédérale. Mais vous n'étiez pas encore impliqué plus que ça. C'est ça, pas plus. C'était vraiment comme... Parce que c'était une grosse vague. C'était une grosse vague, mais c'était vraiment intéressant. Mais c'est là où j'ai comme vraiment pris contact avec le député de l'époque. Et 2012, ça a été comme tout le printemps. Et c'est là où j'ai compris que le milieu va beaucoup influencer comment est-ce que tu vois les choses. À l'époque, j'étudiais en administration, à la faculté d'administration qui est devenue l'école de gestion. Et il n'y avait pas de grève. Le vote de grève m'avait marqué. Le vote de grève avait duré 3 minutes. Puis ça avait été un nom. Ça a été comme, est-ce qu'on vote pour la hausse des frais de scolarité? Les gens, à majorité, ils avaient levé leurs mains. On n'avait même pas eu le temps de se prononcer. Est-ce qu'on vote pour continuer les cours et de ne pas faire de grève? Oui, fini. Pas de point d'information. Pas de point d'information, rien. Nous, c'est drôle parce que, pour l'anecdote, on a fait le bac en politique, mais les deux, on a fait le cheminement en droit. Fait que déjà, on a vu que c'était pas le même monde d'une faculté à l'autre. Puis là, on fait notre maîtrise. Nous, on a fait le contraire. On fait notre maîtrise en administration. Même là, le contrat, encore là, c'est pas un autre milieu. C'est tout à fait différent. Pour la grève pour l'environnement, par exemple, lorsqu'on était à l'EPA, il y avait toujours grève. Ça votait toujours oui pour la grève. C'était de facto. No-brainer. C'était de facto. Il fallait faire une assemblée pour dire non. C'est plus compliqué. Lorsqu'on était en cheminement droit, il y avait des cours de droit, des fois, il y a des étudiants de l'EPA qui sont venus déranger notre cours pour que nous, on ait grève. On ait droit à la grève. Puis là, lorsque je suis arrivé à la maîtrise avec Alex, j'ai fait le commentaire, il n'y a pas de grève pour l'environnement à l'école de gestion. Les étudiants sont tous là, ils sont tous en cours. A priori, là, j'ai pas... Mais ce qui est intéressant... C'est pas la même culture, en tout cas, exact. ça, de un, c'est pas la même culture, mais de deux, c'est la vision est différente aussi. Ils sont en haut de tout le monde en gestion, ils sont en haut de la j'irais pas, ils sont en haut de tout le monde, mais je pense que quelqu'un qui veut faire un cheminement en gestion a quand même une certaine vision. Et c'est là où je dis, la perspective va toujours changer de c'est quoi qui est comme le moindre mal ou tout ça. Là. Les valeurs. Parce que à l'EPA ou dans les facultés de sciences humaines, les gens vont se dire le moindre mal, c'est de perdre une journée de cours pour montrer que l'environnement nous intéresse. Alors que, par exemple, en gestion, on va se dire le moindre mal, c'est de dire bon, ben, vous irez marcher pour l'environnement, puis vous nous critiquerez, là, puis nous, le moindre mal, c'est de prendre comme le blâme de ne pas être assez pro pour la planète, là, mais de faire le cours. Exact. Fait que c'est ça. Mais vu que les perspectives changent,
Ça fait en sorte que... Fait que en 2012, j'étais en administration, puis j'ai failli passer à côté de la grève de 2012. Il a fallu que je commence à me tenir avec des amis qui étaient en sciences humaines pour que finalement on aille manifester et tout ça, là. Et c'était... Vous alliez à vos cours, tout allait bien, la gestion, l'argent. C'était incroyable parce que d'un côté, t'avais les gens... Mettons, tu pouvais dire, on fait une manif, OK? On va dans une manif, on va marcher et tout ça, là. Ça brasse, les policiers me courent après et tout ça. Fait que le lendemain, si tu passes le matin à 9h dans les facultés, là, les conversations sont totalement différentes. Ouais. En admin, les gens vont te dire, ouais, j'ai étudié jusqu'à telle heure du matin, ou j'ai fait la fête, ou j'étais chez telle personne, ou j'ai écouté telle série. Alors que tu passes dans la faculté de sciences humaines, c'est comme, hey, hier, j'ai failli me faire pogner, puis il y a eu ça, la nuit en garde à vue. Ce genre d'affaires-là. Puis t'avais l'impression de vivre dans un monde parallèle. Ah ouais, c'est complètement différent. Là où, comme, il y a des gens qui avaient vécu des affaires pendant la nuit, puis d'autres qui avaient vécu totalement sur une autre planète, là. Ouais. Puis ces planètes s'étaient jamais rencontrées. Mais c'est des microcosmes, on dirait, les facultés. Totalement. Moi, c'est une raison, au fond, à quelque part, j'étais un peu, pas mêlé, mais, oui, mêlé, des fois, là. Oui. Tu sais, ça, pour l'histoire, moi, j'ai fait théâtre au cégep, après ça a été politique avec droit, puis là, maintenant, c'est administration. Fait que ça a été comme 4 trucs complètement différents les uns des autres. Fait que des fois, c'est très difficile d'être certain de quelque chose puis de faire mais un des trucs quand tu t'imprègnes de plein de perspectives aussi différentes là. Mais c'est ça, puis c'est là où comme tu essayes de tourner autour de ton centre, ton noyau authentique là. Mais ce qui est bien dans ça, puis un truc que j'ai des amis qui étudient dans le système anglophone qui me disent souvent, ils disent comme quand tu fais le bac dans le système anglophone, tu fais toujours une majeure, une mineure. Tu fais une majeure en quelque chose, puis une mineure en quelque chose d'autre. Là, fait que ça peut être normal que tu fasses comme majeur en politique, mineur en théâtre. Majeur dans un domaine complètement différent. Exactement. Ça a pas besoin. T'sais, nous, on avait des chaînements politiques. Parce que ça reste des études humanitaires, de sciences humaines, là où tu apprends des connaissances générales pour plus tard te spécialiser dans quelque chose, là, mais ça te permet aussi de comprendre que dans la vie, les gens sont comme plein de différentes nuances, là. Bon. On va pas dire de gris, là, mais en tout cas... Je le sentais comme ça. Ben, j'hésitais, là, j'étais comme, est-ce que je vais, là? On fait le gag. Mais, c'est pas de montage, mais ça va être drôle. C'est bien correct. Mais, c'est parce que les gens sont nuancés. Les gens sont la somme des expériences de leur environnement, là. C'est-à-dire de leur famille, de leurs amis, de leurs amitiés, de leur parcours académique, là, de leur parcours. Et une fois qu'on comprend ça, là, une fois qu'on se rend compte que, hey, j'ai eu plusieurs gangs dans ma vie, puis eux, ils étaient vraiment très solidaires, là. Eux, ils étaient comme, ouais, on peut comme te faire un prêt, ou on peut te trouver quelqu'un facilement qui va te faire un prêt, mais on va pas venir t'aider à déménager. Puis, comprendre la complexité humaine, là, ça aide, justement, à trouver sa place. Puis, parce que ça, est-ce que vous aviez fait, une maîtrise, quelque chose après le bac, genre ça, c'est là où mon stalkal, mon enquête. C'est pas tout à fait rendu. Non, après le bac, ça a été quoi exactement? Après le bac, j'avais commencé pour la maîtrise, sauf que c'est ça, j'avais vu un peu des trucs. J'ai fait le DESS, le diplôme d'études supérieures en politique et relations internationales. Mais je l'ai interrompu quand j'ai commencé à travailler comme attaché politique du bureau de la députée, parce que la plupart des amis que j'avais... Quel député à l'époque, désolé? Christine Labrie, c'était en 2018, c'est ça. OK, parce que j'avais vu que vous étiez quand même déjà présenté en 2017, aussi au municipal. Fait que c'est aussi là que j'essayais de comprendre un peu tout ce genre d'environnement-là, parce qu'il y a comme... En fait, quand je me suis présenté... On va pas essayer de tisser des liens de force, mais il y a quand même un peu des liens entre Québec solidaire et Sherbrooke citoyen à quelque part là-dedans. On aime bien souvent dire que Québec solidaire, c'est comme le club école de Sherbrooke citoyen. Je voulais pas le dire dans ces mots-là. Non, mais je voulais pas que ça apparaisse comme un genre parce que genre comme mettons, souvent les gens vont comme s'entraîner un peu à QS, puis après ça, quand ils veulent passer dans les ligues majeures, ils viennent à Sherbrooke citoyen, là. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'un QS peut parfois paraître comme le club école. Exact. Mais la réalité, c'est que, mais c'est surtout aussi des liens entre les individus. Moi, mettons, ce que j'avais vu, puis c'est pas contre vous, mais c'était que, vous étiez présenté en 2017 sous la bannière de Sherbrooke citoyen déjà dans le Lac des Nations. J'avais vu que vous avez perdu, par 200 voix, c'est ça? De peu de voix, puis là, vous avez regagné, pas cette année, mais en 2021. Oui, c'est ça.
Ouais, ça passe vite, hein? Ben, de genre presque 1000 voix, 900 quelques voix. C'est ça. Encore très serré comme course. Ben, c'est quand même une bonne marge, mais c'est juste parce que... C'est une bonne marge, mais là, j'étais content que c'était c'est pas des grosses marges. C'est ça, exactement. Combien d'électeurs dans votre... Normalement, 9600 OK, électeurs. donc quand même 10%. Le taux de participation est toujours de 40%, Ouais. sauf dans le Lac des Nations, là, il est à 37%. OK, donc on voit quand même une bonne Fait que marge. 1000 voix, c'est une Mon erreur. solide Ah méga non, marge. c'est bien correct. Mais c'est surtout parce que des fois, les gens s'imaginent la politique comme quelque chose de tellement gros, tellement gigantesque, inaccessible. Alors que des fois, comme on avait parlé de une vieille élection en 2009, je pense municipale, ça se gagne à très peu de voix. Puis mettons, c'est ça, en 2017, vous aviez perdu de quand même très peu de voix, là, tu sais. Si c'est 200 ou 300 voix, ça représente quoi, au fond, là? C'est une rue, on cogne à des portes, on fait ressortir quelques personnes. Ben, tu sais, c'est une ou deux, trois rues qui sortent voter de plus, puis ça change un résultat complet, puis une dynamique, exactement. pendant 4 ans de temps. Ouais. Ben, comme, c'est quoi, non, mais j'attendais voir la question s'en aller vers où. Mais ce que je voulais dire, c'est que, ben, c'est ça, vous étiez arrivé en 2017, oui. Ça avait été une défaite de peu pour vous. Oui. Ça l'avait aussi été à l'époque pour Christine Abri, qui, pour le rappeler, s'était présentée dans le district des 4 saisons, à l'époque, au fond, gagné par Vincent Boutin, qui avait été élu donc conseiller municipal. Et puis, c'est après ça, en 2018, que Christine Abri s'est représentée, là, cette fois-ci, aux élections provinciales, contre Luc Fortin. Comme, quoi, tout est dans tout, là. Après ça, Luc Fortin s'est revenu au municipal, tout ça. Puis là, vous l'aviez suivi, ce que j'ai cru stalker, justement dans sa campagne contre justement Luc Fortin en 2018 au provincial, puis ensuite par la suite comme attaché politique. Est-ce que c'est un bon résumé? Je sais pas si les gens vont comprendre parce que c'est vrai que c'est très... non, mais la réalité, c'est que contrairement, le Québec fait bande à part dans le monde politique, on va dire occidental. C'est-à-dire en France, aux États-Unis, les partis fédéraux, provinciaux ou mettons d'État et municipaux là sont des vases communicants. Club école, ouais. Parce que les gens se disent, si je porte la valeur, on va dire par exemple, plus d'intervention d'État, là, je voudrais, ça serait bizarre que je sois pour plus d'intervention d'État au municipal, moins d'intervention au fédéral, puis plus d'intervention au niveau de la province. En théorie, il faut que je sois cohérent. Parce que j'ai une certaine vision de cohérence. Le Québec fait vraiment bande à part parce que on a comme le fédéral ne parle pas au provincial qui ne parle pas au municipal. Il peut avoir des affinités de dire comme on a fait campagne ensemble genre pour tel parti provincial, tel parti fédéral et tout ça. Puis on se retrouve là, mais c'est comme la suite logique des choses parce que même en Espagne qui est un État très unitaire là, à un moment donné on avait vu il y avait eu comme la droite qui avait comme pris qui avait eu la majorité à leur Assemblée nationale, à leur Parlement et tout ça, et le contre-pouvoir, ça avait été que la plupart des grandes municipalités, genre des grandes villes, avaient élu des gouvernements qui étaient vus de gauche, parce que c'était intercommunicant. Fait que, pour la petite histoire, c'est surtout que quand on va avoir des discussions pour dire qu'on est beaucoup plus pour la participation citoyenne, qu'on voudrait qu'il y ait plus de mobilisation par rapport à l'environnement, qu'on ait des mesures concrètes, et que finalement on se rend compte que au fédéral, on est capable de parler avec des gens qui viennent du Parti vert, du NPD, certaines parties progressistes du Bloc et tout ça, ou certaines parties progressistes des libéraux, et que en même temps, au provincial, on est capable aussi d'avoir cette même dynamique-là. C'est pour cela que on va parfois, surtout dans une ville comme Sherbrooke, que c'est facile de retracer. On va dire comme dans le fond, vous êtes comme c'est ça, le chemin dans cette nébuleuse-là qu'on va appeler la nébuleuse progressiste là, ou quelque chose comme ça, mais des gens qui ont une certaine vision qui fait que parfois à l'intérieur des partis, ça va faire que ça va brasser un peu parce qu'on a une certaine vision, mais on ne pense pas tous pareil. Mais on va avoir comme une base commune qui dit que il faudrait plus. Même au niveau des partis, on dirait que la scène politique à Sherbrooke est un petit peu particulière. Évidemment, c'est la vulgarisation. Fait que là, j'essaie de juste comprendre un peu aussi. C'est qu'il y a qu'un seul parti politique au niveau municipal dans le conseil municipal à Sherbrooke. Mais puis ça, c'est la raison, c'est parce que honnêtement,
Je pense qu'on est comme un des premiers partis politiques municipaux à vouloir fonctionner comme un parti politique. Et pas comme une machine, au niveau de Sherbrooke, et pas comme une machine électorale. C'est-à-dire avec une certaine ambition d'avoir des membres, de faire de l'éducation, d'avoir une vision. Le côté militant, le côté militant, que le côté exactement. On sort le vote le jour J. Alors qu'avant, j'ai parlé à des anciens routiers de la politique municipale qui me disaient comme, moi, je suis pas trop parti municipal parce que c'est juste une machine politique. Ouais. Et qu'on remarquera que à Montréal, il y a Projet Montréal qui a été un des premiers partis à s'organiser vraiment comme un parti avec des militants, avec des votes de confiance et tout ça. Alors qu'avant, c'était comme équipe X, équipe Y, équipe monsieur tel. C'est une personne, puis après ça, tout le monde suivait derrière, mais c'était pas des personnes avec un leader, c'était vraiment juste une personne. Et l'autre chose aussi, c'est que contrairement à ces partis-là, qui étaient plus des équipes électorales, puis qui disaient comme on a certaines affinités, ces équipes-là allaient chercher dans leurs membres, dans leurs candidats, une certaine crédibilité. Ça nous prend un comptable, ça nous prend un médecin, ça nous prend un avocat pour avoir une équipe complète, comme on ferait pour une équipe ministérielle. Ouais. Alors que au niveau de Sherbrooke et de certains autres nouveaux partis qui ont commencé dans d'autres villes, c'est qu'on cherche des gens qui ont d'abord les mêmes valeurs. Parce que les aspects sont moins larges qu'au provincial, où est-ce que les ministères complètement différents les uns des autres. Exactement. C'est que si on a une vision d'urbanisme de dire qu'on veut plus densifier, les gens qui vont être approchés pour faire partie des candidatures du parti et tout ça, c'est des gens qui en est comme, on va avoir une discussion avec un petit comité qui travaille de ça, qui va dire comme, toi, tu penses quoi de l'urbanisation? Tu penses quoi de l'environnement? Tu penses quoi de l'intégration des immigrants? Comment ça se passe et tout ça? Une fois qu'il y a 1, 2, 3 discussions, on dit, on serait peut-être intéressé, pourrais-tu te présenter et tout ça? Puis, et ça fait en sorte que ça crée déjà une cohésion. Donc, c'est vraiment un calcul là, qui a été fait. Là. Oui. C'est pas venu comme ça. Non, c'est que il y avait des assemblées. Une des chances qu'on a à Sherbrooke citoyen, c'est que le côté geek de la mairesse, enfin, d'Evelyne, son côté geek, c'est de vraiment aimer tout ce qui est procédure et règlement. Là. Ok, d'accord. Ouais. Exactement. Fair enough. Vraiment, parce que par moment, non, mais c'est bien. Ça fait en sorte que code moral, quelque chose qui aurait pu être très boboche, du genre on fait une assemblée, puis j'interviens quand je veux et tout ça, elle était beaucoup plus de non, on suit les règles. Là, on est 5, on va suivre les règles. On est 40, on va suivre les règles. C'est pas parce qu'on est juste 5, on va dire bon ben prends-toi une poêle de pizza puis on discute. Professionnalise là. Là, exactement. Pourquoi votre présidente est aussi genre peut-être forte. Mais moi, ben là, je veux pas avoir l'air de dire non, ça contre Madame Berton, mais tu sais, faut lui donner, c'est ça, elle tient d'une main de fer la présidence à chaque conseil. Je pense que c'est important très aussi. Très agréablement surpris là parce que. Mais c'est important, mais honnêtement, c'est sûr que des fois, quand on connaît pas ça, on peut regarder ça et faire ok, ça va donc. Petite anecdote là, la campagne électorale c'est très partisan là, fait que c'est nous contre eux là. Ouais. Et dans un parti très rapidement, ça se crée des liens, puis on devient une famille, là, puis on se tient ensemble. Puis... Ouais, puis à un moment donné, Et là, le lendemain des élections, quand c'est ça, la mairesse a dit comme on va travailler tous ensemble et tout ça, bon, au début, tu sors t'es un peu comme l'endemain de veille après une élection, t'es comme, ah ouais, est-ce qu'elle pense vraiment, c'est une tactique, c'est une stratégique et tout ça, puis non, je veux vraiment qu'on travaille ensemble, sinon on va pas y arriver. Donc, ok. Fait que là, la première rencontre qu'on a fait le lundi suivant les élections, là, c'était à la salle du Parvis, avec tous les conseillers et tout ça. Puis, écoute, c'était incroyable. Là, on se serait cru sur comme, mettons, une espèce de champ de bataille là où comme t'enlèves à tout le monde son arme puis tu dis maintenant parlez-vous là. Fait que là, genre, ok, c'est awkward. Ouais, c'est ça pour 4 ans, le moment donné, vous êtes élu. Mais ça a permis de briser la glace. Elle a ça lui ouais, c'est ça. Elle a parlé de son programme. C'était vraiment spécial parce que du jour au lendemain, la personne que t'étais comme, j'espère qu'elle va pas passer et tout ça, t'es comme, bon, ben, on va devoir travailler ensemble. Fait que, commence par parler de quoi? De nos chats ou bien de nos objectifs, là. Mais après ça, c'est ça. Petit à petit, les liens humains se sont créés et c'est là où je reviens encore au niveau de la communication, là. C'est que, en créant des occasions de communiquer, de s'expliquer, d'échanger et tout ça, là, on est capable justement de transcender cette différence-là.
Et si je dis l'état du conseil actuel, je dirais que le conseil se divise en 3 factions. Parce que souvent, les gens, on va parler de partis, mais les gens sont comme, oui, les partis et tout ça. Les gens, dès que tu dis parti, ils voient les partis politiques, mais la réalité, c'est que parti, ça a été inventé par les Français, puis que ça veut dire juste parti pris. Je suis du bord A. Normalement, mettons, on pourrait dire, moi, je suis du bord écologique ou moi, je suis du bord libéral et tout ça, mais... Un peu dans les termes juridiques, là, les deux partis. Exactement. Fait que le parti, ça, c'est plus beau, c'est plus juridique et tout ça, fait qu'on parle de parti. Mais les 3 factions qu'on constate au conseil municipal maintenant, c'est, on a les éco-interventionnistes. Donc, c'est-à-dire... J'aime ça, on dirait que ça fait nicher. Mais c'est vrai, c'est parce que... Ça fait geek Reddit, là, si genre... tu lis tous les projets de règlement, tous les règlements, tout ce qui est passé, tout ce qui a été proposé et tout ça, là, et qui est soutenu vraiment par Sherbrooke Citoyen. Ça va en bloc, ça va toujours comme du côté de est-ce que c'est écologique, est-ce que ça permet comme une certaine intervention qui permet de, fait qu'on est plus dans l'intervention. Donc même éco-interventionniste. Donc, on est vraiment plus dans le, on intervient que dans le laisser-faire. Après ça, t'as comme la deuxième faction qui est plus dans les modérés. Genre, tu es comme les gens qui sont plus flexibles. On a la présidente, on a comme... Les indépendants ou... Oui, parmi les indépendants, il y en a comme 2-3 personnes qui sont plus dans le « je mesure est-ce que ça passe » et tout selon exactement. Fait que ça, c'est ceux que j'appelle les modérés. Ça serait moi, ça. Et après, t'as les minimalistes fiscaux. Ça, c'est ceux qui sont plus... C'est vrai que c'est le côté à Evelyne, la petite formation en mais économie. Non, c'est ça, parce que c'est plus le côté à Hélène de Finet, par exemple. C'est ceux qui sont comme, on ne devrait pas dépasser nos compétences. On ne devrait pas aller au-delà. On ne devrait pas aller chercher l'argent pour après ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis les minimalistes fiscaux, parce que c'est ceux qui sont comme, souvent, quand ils vont intervenir, ils vont dire, on crée un nouveau poste, on agrandit la taille de l'État, on dépense trop et tout ça. C'est pas une mauvaise posture. Mais c'est vraiment comme cette idéologie-là qui va les rassembler. Genre, on a une enveloppe budgétaire, faut qu'on la respecte. Exactement. Oui, il faut pas qu'on la dépense en entier, ou il faut qu'on respecte telle affaire. Fait que, et c'est là où tu vois. C'est un peu le contraire qu'interventionner. Oui, ils sont en fait moins interventionnistes. Ils sont beaucoup plus comme, je voulais pas les nommer de mais non, mais c'est pas, je veux pas vous amener. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Ça. Puis ça, c'est comme ça que je vois le conseil. Puis c'est souvent, on va une alliance de 2 factions à la fois selon le dossier. Ça peut être ça. Parfois, ça peut être un dossier qu'on est comme, on veut intervenir là, puis mais l'intervention demande de rien faire. Je sais que ça a l'air bizarre comme ça. On dit comme, l'intervention demande de rien faire, puis ils sont comme, vu que ça va coûter pas une scène de plus, on est d'accord. Fait que c'est ça les vraies factions qu'il y a comme au conseil municipal. Puis parfois, les gens vont dire, mais là, par exemple, il s'est passé de quoi au comité exécutif? Finalement, est-ce que... si on peut si on l'aborde, là, il y avait eu l'expulsion, en tout cas, le retrait de Annie Godbout du conseil exécutif. Justement, ça a été quoi cet événement-là, un peu? Ça, je dirais que... En tout cas, vu que je suis pas dans le conseil exécutif, je peux pas dire, mais en tant que membre du conseil municipal, ce que j'ai remarqué juste, c'est que on disait qu'il y avait comme parfois des frictions au conseil exécutif. Et comme on dit, on peut pas être d'accord là, mais beaucoup de gens ne savent pas. Mais le comité exécutif, c'est le gouvernement de la ville. Le conseil, c'est le parlement. Et que quand on est dans le gouvernement, mettons à l'Assemblée nationale, le gouvernement provincial, on a comme une espèce de droit, non seulement de réserve, mais on est comme tenu au secret du ministériel et tout ça. Et c'est presque la même chose au comité exécutif, là, même s'il n'est pas comme statué comme ça, mais la tradition veut que au comité exécutif, des choses se passent en huis clos, puis que on traite le day-to-day de tous les jours, et ça demande d'avoir une bonne entente. Ça, c'est-à-dire une bonne entente, c'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord, là, de pas retarder le processus, travailler, faire en sorte que les choses comme et on dit laver son linge en public. Comment c'est pas laver son linge sale en public là. Puis je sais qu'à un moment donné ça a brassé là. Parce que tu sais là c'est pas nécessairement sur ce dossier-là là, mais comme peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins la politique en général, tu sais c'est pas nécessairement quelque chose de vouloir cacher des informations publiques, c'est juste que par exemple, puis vous me corrigerez, mais tu sais au day-to-day, l'information arrive, les premières réactions sont pas nécessairement toujours les bonnes, mais des fois c'est en pouvant se partager nos différentes premières impressions qu'on en arrive à nos deuxièmes, puis qu'on arrive à réfléchir, puis
en étant libre de donner des idées, de pouvoir se tromper, qu'on arrive à, au fond, la meilleure idée. Fait que si on n'arrive pas à avoir ce genre de huis clos-là, des premières mauvaises idées, puis après ça arriver à une bonne, voilà. Ben, au fond, il n'y a pas de communication, puis il y a pas de, il y a une moins bonne richesse, au fond, de décision à la fin, parce qu'on on partage pas nos perspectives. La boîte noire. Exactement. C'est ça, la boîte noire. C'est ça. Mais c'est pas, pour, mettons, des citoyens, c'est pas une question de cacher des informations. Non, c'est ça. Pas juste, tu sais, des fois, quand vous recevez un dossier, j'imagine, vous savez pas tout de suite une réponse. Des fois, faut prendre le temps de... Non, c'est ça. Puis le huis clos, en fait, comme on dit, c'est aussi fait pour comme protéger comme certaines informations stratégiques, du genre, telle affaire doit être vendue, mais on pense aller en chercher beaucoup plus, là. Ouais. Et plusieurs autres dossiers comme ça, là. Ouais. Mais de toute façon, il y a rien. Le comité exécutif reste un comité de travail qui fait en sorte que il fait le day-to-day de la ville. Il se réunit tous les mercredis, mais tout ce qui va comme proposer, suggérer, analyser doit être validé par le conseil municipal, qui est comme l'instance suprême de la ville. Et comment il est monté, le conseil exécutif? Le conseil exécutif, selon la loi, il peut être de 3 à 5 membres, plus le maire ou la mairesse, là. À Sherbrooke, on a mis dans nos règlements, c'est 3 à 4 personnes. OK. Au privilège du maire ou de la mairesse. Et le truc qu'on avait dit, c'est qu'en fait, c'était assez anecdotique, mais quand on était allé à l'UMQ, et qu'on disait aux gens qu'on avait un comité exécutif mixte, c'est-à-dire équipe de la mairesse plus indépendants, là, les gens nous regardaient avec un petit sourire en disant vous êtes bon ben fin et tout ça. Puis on est comme, ça marche pas comme ça. Non, parce que la majorité, c'est comme avoir un ministre NPD ou exactement. Mais c'est dû à la situation de votre ici, tu sais, où vous avez beaucoup d'élus de votre parti au conseil municipal, mais tu sais, c'est bien de laisser la place aux indépendants aussi. Ben, c'était une véritable, comme je dis, une véritable volonté, genre, de la mairesse de vraiment dire comme, on va travailler ensemble. Puis, juste pour mieux avancer, on peut pas avancer comme si on est juste d'un bord ou de l'autre, là. Faut vraiment travailler ensemble. Fait que c'était pour non seulement envoyer un message fort, là, mais aussi montrer, comme, qu'on est capable de travailler ensemble. Le point qu'il faut pas oublier aussi, c'est que quand on est en politique, là, ça reste quand même de la science humaine, fait que même avec la meilleure volonté, là, parfois, et on l'a vu dans tous nos travaux d'équipe à l'université souvent et tout ça, il y a juste comme des caractères que ça matche pas, là. Tu sais, deux personnes compétentes, style différent, ça marche pas. Fait que, après presque un an, là, ils s'en sont arrivés à la conclusion qu'il fallait justement rebrasser les cartes, puis c'est ça qui s'est passé, là. Mais, puis là, je veux pas vous prêter des intentions, puis c'est pas, je veux pas envoyer une question méchante ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est pas ça l'objectif. Mais tu sais, il y avait quand même aussi, si je me souviens bien, le fait que vous étiez pas tout à fait majoritaire, les conseillers élus sous la bannière de Sherbrooke Citoyen au conseil municipal de Sherbrooke. Il vous manquait, je pense, il vous manque au fond un siège pour avoir une majorité absolue. Fait qu'au fond, il faut toujours avoir au moins un indépendant, peu importe lequel, qui appuie les décisions au conseil en général. Fait que, puis on sait aussi que dans le dernier mandat, il y avait aussi beaucoup une sorte ça a été un enjeu que l'ancien maire écoutait pas nécessairement tous les élus, puis qui faisait passer ces choses sans nécessairement écouter les autres voix. Mais à l'époque, on comprend aussi que il y avait eu un peu une certaine mort de la politique partisane, où est-ce que le renouveau Sherbrookois avec Bernard Sévigny et donc Madame Berthold et Monsieur Boutin à l'époque, je sais pas comment dire autrement que les dernières retailles, on va dire. Non, ça sonne rough. Non, c'était comme les survivants de la dernière vague. C'était les derniers un peu de ce champ de ruines-là, de ce parti politique-là. Puis même du côté de Sherbrooke Citoyen, il y avait juste Evelyne Baudin qui a été élue à ce moment-là. Donc, c'était un peu tout le terrain pour les indépendants, au fond, de Steve Lucier. Fait que là, c'est de pas remettre ce genre de dynamique-là, puis aussi en sachant très bien qu'on n'a pas les moyens de se mettre tous les conseillers indépendants à dos. Parce qu'on veut pas non plus, j'imagine, construire une opposition qui peut devenir un parti qui est contre nous à la prochaine élection. C'est un mélange de plein de choses aussi. C'est un mélange de beaucoup de choses, mais ça partait vraiment, et c'est là où on revient encore à la question de perspective, là, ça partait vraiment de la volonté de la perspective de dire comme, on travaille ensemble. Ouais. Pour de vrai. De pas refaire peut-être ce qui avait été critiqué, là. Exactement. Puis ça fait en sorte que ça demande que tout le monde mette beaucoup d'eau dans son vin, tout le monde, prenne pas certaines choses personnelles, même si parfois ça peut sonner personnel et tout ça. Mais,
après, je disais, un an de travail et tout ça, là, entre tout ce qui a été accompli en un an, puis le dernier mandat, là, on n'était pas là, que là où tu regardais juste les choses de l'extérieur, puis ça avait l'air de pas mal brasser quand même, là, tu comprends que finalement, il y en a beaucoup aussi comme... Ça prend deux personnes pour danser, comme on dit. Fait que, veut pas, là, si on a eu un conseil qui a été... c'était quoi? 13 élus sur 14 étaient indépendants. Mettons, 13 élus sur... 14 sur 15 étaient indépendants, là. Le maire, plus 13 indépendants, plus une personne d'un parti et que ça brassait. Et que maintenant... à la fin. Là, à la fin, c'est ça. En fait, dès le début, parce les détails, que... ouais, ben c'est ça, il y a des nuances. Mais dès que... Mettons, et détails, cette année, en une année, il y a eu, mettons, les rares fois, j'hésite même à dire brasser, les rares fois là où il y a eu comme un peu de brouille et tout ça là, font partie de l'exception de la règle, là. C'est là où tu te rends compte que c'est souvent des questions de personnalité. Les gens, quand ils veulent la bagarre ou que ça brasse, là, ils le font. Et les gens, quand ils sont comme, tu sais quoi, moi je veux vraiment qu'on avance, là, fait que on va essayer de trouver le compromis jusqu'à ce qu'on soit capable d'avancer et de pousser, là. À un moment donné, c'est dur pour la personne de se décider tout seul, là. Ouais. Fait que sans dire que tout est parfait, là, au contraire, c'est comme parfois il peut avoir comme certains échanges vifs et tout ça. Il reste quand même que, vu que la volonté de la majorité des gens du conseil en ce moment est pour pousser pour aller de l'avant, là, et tout, ça fait en sorte que parfois, même s'il peut y avoir une ou deux personnes qui sont comme, ouais, si ça brasse, ça pourrait comme m'avantager et tout ça, là. C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit mais du pour conseil. Pour ceux, mettons, qui écoutent, tu sais, puis que la politique municipale Sherbrooke passe, parce que nous, on a fait des travaux dans nos cours, à un moment donné, par rapport à tout ça, notamment sur la campagne électorale de 2021. Mais, puis moi, justement, j'avais participé je m'étais impliqué dans la campagne de Luc Fortin à l'époque, qui était contre celui-ci. Qu'on salue. Mais moi, une affaire que j'avais remarqué, c'était que, oui, peut-être sur le style, mais déjà, les gens étaient fatigués de ce genre de chicane-là, parce que tout le monde, justement, veut aller de l'avant, puis c'est comme... c'est une perte de temps, à un moment donné, de s'obstiner sur des fois du niaisage, puis de penser en logique de qui va regagner après de ci, de ça, de moi, je veux bien paraître, etc., parce qu'on veut juste, au final, livrer des résultats, disons. Puis, moi, mettons, qui était dans la campagne à Luc Fortin, puis là, on pourrait s'obstiner, mais c'est pas nécessairement le but, mais en tout cas, bref. Mais c'est, moi, par exemple, des fois, j'avais un peu de la difficulté à, trouver des sujets chauds, ou est-ce que vraiment, il peut y avoir des chicanes au municipal, ou en tout cas dans les dernières années, ou dans les années où est-ce qu'on est en ce moment, parce que j'ai l'impression que, oui, sur le style, par exemple, il y avait des enjeux, qui étaient différents d'une campagne à l'autre, peut-être, où il y avait d'autres choses comme ça, puis il y avait même certains dossiers, certains sujets où est-ce qu'il y avait des perspectives différentes qui voulaient être empruntées selon les campagnes, mais à la fin de la journée, sur la question de l'environnement, il y avait quand même tout le monde un peu, j'ai pas senti aucun candidat de peu importe les camps qui était vraiment contre l'environnement, des choses comme ça. Les gens sont pas contre, là. C'est pas tout le monde qui voulait peut-être être... Moi, je voyais un peu plus le côté... il y avait peut-être un axe fiscal, où est-ce qu'il y en avait qui étaient plus, mettons, justement, on va aller chercher plus de revenus, puis on va en dépenser plus. Puis il y avait peut-être un axe plus interventionniste ou non, qui se ressemble, mais qui est un peu différent selon moi quand même, parce que, il y en a justement qui veulent se mêler de plein de choses, mais il y en a qui se disent, on va juste se mêler déjà des dossiers qu'on a à régler, puis ça en fait déjà, beaucoup. Mais est-ce qu'il y en a des sujets, puis là, le but c'est pas de chercher la marde, mais est-ce qu'il y a des sujets un peu de chicane, des fois plus de friction, même au sein du parti, ou parce que, tu sais, il y a eu une vague au municipal en général, pas juste à Sherbrooke, genre de gros mouvements comme ça. Est-ce que c'est parce que tout le monde, au fond, réalise que voici les enjeux municipaux, tout le monde est à peu près d'accord, puis faisons juste avancer sur ces dossiers? Oui, mais comme on dit, on peut être d'accord sur beaucoup de choses, puis après ça, comme c'est l'application qui va changer. Honnêtement, la vraie ligne de dissidence, parfois, ça va être comme le faire rapidement versus le faire très lentement, là. Okay. Et on va avoir, et c'est pour ça que je dis comme, on va avoir comme plus un côté interventionniste qui va dire comme, on le fait le plus, on veut passer à l'action, on veut que ça soit fait. Là, on veut comme protéger les aires, tout ce qui va être comme milieu humide, mettre plus de pistes cyclables et tout ça, là, il est comme vite, pour comme avoir un accès, comment je dirais ça, un impact direct sur les changements climatiques. Et on va avoir comme un côté qui va être plus comme,
OK, mais il n'y a pas le feu, là. Genre, comme, on prend notre temps. Pourquoi est-ce qu'on est pressé? Pourquoi est-ce qu'on prend pas plus notre temps? Pourquoi est-ce que, puis, Ouais. et c'est là où En faire moins, mais seuls... en prendre moins, ben en prendre soin. Mettons, là, que je place une mauvaise quote dans un contexte qui a pas de savoir c'est là où les lignes de friction vont apparaître. Non, c'est bon, c'est excellent, mais c'est vraiment ça. On prend moins de mesures environnementales pour pouvoir mieux faire. Le problème, et c'est là où on voit comme parfois il y a comme une coupure qui va être soit générationnelle, soit de vision et de perspective. C'est comme, on va avoir un côté du conseil qui va être comme, c'est tout en même temps. Faut le faire. Ben, pas tout en même temps, mais comme, faut que ça bouge. Ouais. Et d'autres personnes qui vont être comme pas trop vite. Et c'est la friction qui va faire parce que souvent, sur les thèmes en particulier, sinon sur plusieurs thèmes, parce que souvent ça va commencer comme ça. Ouais. Il y en a qui vont dire faut que ça bouge puis pas trop vite. Puis après ça, il va y avoir une petite divergence là où ça va être comme faudrait pas être des tortues. Et les autres disent comme ouais mais faudrait pas être des poules pas de tête. Et c'est là où la friction arrive parce que on continue à dire le même message continue. Ouais, c'est ça. Faut que ça bouge. C'est pour ça que c'est peut-être plus facile en ce moment au municipal c'est peut-être plus facile justement au municipal à cause de tout ça en ce moment. Tu sais, moi, c'est ça. C'est qu'il y a pas sur les enjeux. Tu sais, parce que on parle par exemple du gouvernement peut-être québécois en ce moment. La CAQ, c'est grand, sont plus d'élus en ce moment qu'à Sherbrooke ici. Mettons. Mais je veux pas partir sur ce sujet-là nécessairement. Mais tu sais, au sein même de leur parti. Même si tout le monde est là à peu près pour les mêmes raisons, puis eux autres, c'est encore plus vague, il doit y avoir ce genre de friction-là à un autre niveau, même encore beaucoup plus haut, même si c'est au sein même d'un parti, parce que il y a tellement plus d'enjeux, il peut y avoir encore plus de styles, de thèmes, de dynamiques, de perspectives autour de tous ces enjeux-là, puisque au municipal, on dirait que, tu sais, c'est tellement plus concret, on dirait que j'ai l'impression beaucoup plus évident qu'à un moment donné, il n'y a pas 1000 sujets, puis tout est pas tout à ce point-là tu sais, la fiscalité au niveau d'un gouvernement provincial, c'est pas la même chose. C'est un truc intéressant du municipal, je peux te partir. Non, mais il y en a, mais il y a moins, on dirait moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a moins de sujets à chicane. C'est vrai. Peut-être. Si on veut en faire moins, je pense que ça se fait moins. Il y a presque pas de trucs à chicane, là. C'est juste que par moment, il faut pas oublier, la politique, il y a beaucoup d'ego quand même aussi dedans, là. Fait que par moment, c'est des questions d'ego, par moment, c'est des questions, mais c'est principalement, la ligne de fracture est principalement une ligne de vitesse. De c'est quoi le rythme. Et les gens qui veulent aller souvent plus vite en disant comme, plus on en fait, plus on est capable d'en faire, là, et les autres qui sont comme, faut pas en faire trop vite, là, sinon on va comme se crasher, là. C'est comme tout le temps une game d'essayer soit de rassurer, soit de freiner, genre. Puis c'est ça. Par moment, quand t'as l'impression que ça fait 4 fois que tu dis à la personne comme il faut qu'on bouge là, et que ça t'énerve, et que là tu lâches, faut qu'on bouge tabarnak, genre. Et l'autre est comme ok, wow, ralentis, style. Là, alors dans les médias, ça a l'air de chicaner, mais le truc, le débat reste tout le temps le même. On est tous d'accord. Mais à quelle vitesse? Mais c'est profondément humain, là, c'est ça. Mais c'est là où aussi, ça peut pas être tout le temps, nous, là, des fois, ça arrête. Mais c'est correct, parce que je pense pas. Veux pas se présenter en politique, déjà, ça demande quand même de faire le saut parce que dans 2020, j'ai quand même fait partie de l'équipe qui essayait de faire du recrutement pour certaines personnes, là, pour comme se présenter avec le Parti Sherbrooke Citoyen et tout ça. Et il y a plein de gens compétents, genre vraiment comme allumés, qui auraient bien fité, puis qu'ils étaient comme l'incertitude politique. Non. Ça, plus la façon dont on se fait bardasser, là, par tout le monde et ça, c'est rough, là. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient comme, ouais, non. Fait que ça demande quand même un certain courage de dire comme, tu sais quoi, je vais mettre ma face sur une pancarte, puis je vais demander combien de personnes dans mon secteur trouve qu'il pourrait me faire même plus que l'autre et trouve déjà arriver dans une salle et poser cette question là, ça serait malaisant là. T'imagines, t'arrives dans ta salle de classe à la maîtrise au bac et ça, dire comme OK, entre
lui, genre. Ah non, déjà, ouais. Qui est-ce qui trouve que je suis comme... Là, c'est tu rentres dans ton quartier, ton district, puis il y a des affiches qui veulent dire ça partout, puis t'es genre, c'est ça. Fait que si vous savez. Ben, honnêtement, t'as peut-être un voisin qui t'aime pas à face, oui, t'es juste genre... Clairement. Puis la première fois que je me suis présenté, je trouvais ça intimidant de voir ma face sur une pancarte. Je disais, voyons donc, c'est bizarre. Puis je continue à penser que se présenter en politique, ça demande comme une dose de courage et de folie, là. Faut juste que le dosage soit bon. Juste entre les deux. C'est ça. Ben, pas entre les deux. Tu peux prendre beaucoup de courage et un tout petit peu de folie, là, ou c'est pas un équilibre. Beaucoup de folie puis presque 0,5% de... Il est déjà 16h30. Moi, j'avais peut-être une question qui vite fait qui me tenait à cœur, mais c'est une petite affaire, un sujet particulier, mais après ça, je veux pas vous retenir trop longtemps. Non, c'est bien correct. C'était par rapport justement au budget, là, parce que vous avez eu à vivre le budget. C'était la première fois ou deuxième fois. Mais là, cette année, c'était quand même avec un peu plus de temps quand même, puis là, c'était rendu, tu sais, vous aviez pris vos aises. Là, c'était un genre de vrai premier budget de tu sais, même si on est encore sur, pour reprendre tes mots, les retails de la dernière fois. Ouais, parce que on s'était croisés, je me souviens même plus. En tout cas, on s'est déjà croisés. Mais on habite Sherbrooke, là. Ouais, mais à des événements, des trucs comme ça, mais c'est... En tout cas, whatever. Puis, tu sais, vous m'aviez dit que c'est ça, souvent la première année, il y a un genre de comme 80%, que c'est là, les proportions, ça sera ce que ça sera. Là, environ, on va dire 85% sans se tromper. On va dire, mettons, un genre de 80% que le premier budget d'une administration, ben, il a déjà été décidé par celle d'avant. Oui. L'année d'après, c'est un genre de 60% qui est décidé par l'autre année. À ce niveau-là, quand même. C'est juste à la dernière année, mettons, que dans ton budget, mettons, en tant qu'administration d'un parti politique ou peu importe, que là, 80% peut-être de ce qui est décidé, c'est vraiment par l'administration en cours. Ouais. Fait qu'au début d'un mandat, c'est plus difficile. Moi, c'était juste pour mettre un peu la table, mais c'était par rapport justement au transport en général, mobilité durable, tout ça. Il y a eu des enjeux par rapport au stationnement à Sherbrooke, surtout au centre-ville. Au fond, c'est dans votre district, juste ici, j'imagine. Puis, moi, je vais pour compléter de mettre la table, je suis pas un gars qui aime les chars en général, là, fait que juste pour comme bien que tout le monde comprenne ma perspective, mon biais, pour être honnête. Non, mais pour pas que ça ait l'air d'être un peu, je sais pas quoi, c'est de là que j'arrive. On a fait augmenter le coût par heure des stationnements, les tarifs, à 1,50$ à partir du 1er mars, blablabla. Puis les vignettes à 50$ par année. Oui. Les coûts des amendes augmentent aussi de 5$ dès le 1er mars. Puis c'était dans un article de Radio-Canada, ça disait que tout simplement ces nouveaux tarifs, augmentation de tarifs-là, c'est pas vraiment si important que ça au final quand on le calcule, parce que ça représente quelque chose comme environ 300 000 $ de plus en revenus pour la ville, ce qui peut paraître beaucoup, mais qu'à l'échelle d'une ville, avec tout ce qui est comme ce qui existe comme dépenses puis comme de fardeau en fiscalité, c'est pas grand chose. Puis on sait un peu comme dans toutes les villes au Québec, à quel point c'est difficile des fois d'avoir du financement. Puis on parle de transport en commun, où est-ce que c'est souvent un peu laissé dans la cour municipale là comme on va dire comme truc à gérer. Puis en même temps, il n'y a pas vraiment de financement qui vient du provincial tant que ça. Il y en a, mais pour le développer davantage, c'est pas toujours à quel point le municipal, mettons à Sherbrooke, la ville pourrait jouer un rôle plus important dans le développement du transport en commun, parce que là, dans ce budget-ci, c'était peut-être pas justement votre décision, mais dans les prochaines années, ça va peut-être plus le devenir. En fait, c'est ça. Puis est-ce que ça pourrait peut-être, parce que ça va demander des revenus, ça pourrait se faire sur le dos davantage de justement des trucs comme le stationnement, etc. Parce que ça va être, c'est pas juste de vouloir intervenir, c'est de trouver la fiscalité qui vient avec, qui peut permettre cette intervention-là. Est-ce que ça pourrait être de l'argent qu'on va chercher là? C'est ça l'enjeu qu'on a souvent, c'est de dire comment est-ce qu'on met les mesures en action et où est-ce qu'on va chercher l'argent par rapport à ça. Là. Ouais. Puis cette année, ça a été une année assez difficile parce que l'inflation, en fait, on sait que le contexte économique est pas... est monté à peu près à 7%, mais vu qu'on avait fait une promesse électorale que avec Sherbrooke citoyen, on voulait pas d'augmentation en yo-yo, tout ça fait qu'on avait dit comme 43%, vous faites déjà vos calculs pour les 4 prochaines années. Il y avait ça, fait que ça a été comme une
un défi supplémentaire de dire comment est-ce qu'on garde ça à 3%, d'aller puis on compenser maintient les pour ce qu'on a services et pas. tout ça. Mais en termes de, le truc que j'aimerais corriger, c'est que c'est vrai. L'impression que j'ai eue après le premier budget qu'on a fait 6 semaines après notre élection, puis que c'était comme vraiment quelque chose, c'était que Ça arrivait vite, là. ça arrivait vite. Fait que moi, je maintiens que la là. première année, 80 à 85% du budget est déjà préfet par les autres années pour deux raisons. De un, selon la loi provinciale, on est obligé de faire un budget d'immobilisation triennal, donc aux 3 ans. Donc cette année, par exemple, on a fait un budget pour 2023, 2024, 2025 déjà. Là. Ouais. Il y a une prévisibilité pour les C'est offres de ça. services. Et l'autre affaire, c'est que par rapport à tout ce qui va toucher le budget, là, j'avais une idée. Ah oui, c'est ça. Donc, l'autre affaire, c'est que on n'a pas le droit à faire des déficits. C'est-à-dire que s'il y a plus de dépenses qui débarquent, là, t'es obligé de trouver le moyen de tout faire fitter, là. Contrairement au provincial ou au fédéral, là où ils sont comme, c'est une mauvaise année, t'as le droit que les livres balancent pas, puis tu te rattraperas. Vous n'avez pas le droit de vous endetter parce que, tu sais, pour les banques... On peut s'endetter jusqu'à un maximum de 110%. Ça vient d'où? C'est le provincial. C'est comme le mariage, okay. C'est comme c'est une créature des provinces. C'est-à-dire que si on a 400 millions de revenus, comme on a eu en 2022, là, on ne peut pas dépenser une cent de plus que le 400 millions. Okay. On peut, la dette, c'est comme les trucs qu'on prend en dette en disant, ben, on va emprunter là, puis après ça, il va falloir rembourser tout ça, mais même à ça, le ratio ne doit pas dépasser 110%. En ce moment, on est quand même bon parce que on est arrivé l'année passée, c'était à 109, il restait une mini-marge. Là, on a réussi à baisser un peu vers 106, puis on espère que ça va continuer à baisser comme ça, là. Fait que, une fois que on prend en considération ces deux choses-là, de dire comme que pas de déficit et le budget triennal est déjà fait comme à tous les 3 ans, c'est vrai que la première année, ton premier budget, 85% est déjà fait. Tu joues avec un 15%. Mais le truc que je changerais, c'est plutôt que la deuxième année, moi, je me disais, bon, ça va sûrement être comme 40 à 50% du budget qu'on va vraiment influencer, mais la réalité, c'est que c'est plus que ça. Je dirais comme ça s'inverse. Donc, cette année, on est plus dans un ratio de 60, 70. Que dont vous avez le compte. Ben, c'est pour ça qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été mis par rapport aux pistes cyclables, au transport en commun. On a fait un gros effort pour la STS je pense qu'il y avait comme, pas un manque à gagner, mais il fallait comme donner un extra comme 5 millions à peu près, mais il faudrait que je vérifie, là. Mais, bref, il y avait comme beaucoup de choses à faire pour rééquilibrer. Puis, ceux qui arrivent au centre-ville, c'est malheureux pour les gens qui habitent au centre-ville, pour les commerçants du centre-ville, tout ça, parce que il y avait une habitude de venir se stationner et après ça consommer, là. Puis on veut que les gens continuent à consommer le centre-ville parce que pendant un temps, c'était vraiment en train de dépérir, là. Sauf que là, c'était quelque chose qu'on n'était pas préparé pour ça parce que l'administration nous avait dit le stationnement est bon jusqu'en 2025. Ouais, c'est ça. Là, vous parlez du stationnement. Webster, c'est ça. Le stationnement est bon en 2025, fait que on va le patcher de temps en temps. Ça jouait. Puis là, le fait que ça ferme, c'est ça, c'est quand même 400 cases qui se sont envolées d'une shot. Puis là, c'est comme un problème parce que les commerçants, les habitants, il y a plein de gens qui m'ont appelé en disant, comme écoute, moi j'habite au centre-ville, puis j'avais une passe pour toute l'année, là. Je sais pas où me stationner. Où est-ce que je me stationne, là, et tout ça. C'est là où, comme ton rôle en tant que ville et producteur de services, là, est comme mal pris parce que t'es comme, OK, mais il faut que je continue à donner des services. Oui, on veut s'en aller vers moins d'utilisation d'auto, une auto familiale, moins de dépendance à la deuxième auto et tout ça. Et on met en œuvre des choses qui parfois ça peut pas paraître, on te dit ah là je vois rien, mais que après 1 an, après 2 ans, le fait qu'on ait comme augmenté les programmes par rapport à la location de vélo ou l'utilisation de certaines combinaisons vélo de mobilité intégrée, donc faciliter certaines entreprises comme Communauto d'avoir un peu plus de stationnement, de stationnement. Il y a aussi les trucs de vélo pour les genre de garage, je sais pas comment les appeler là, mais qu'on peut comme un peu mettre son vélo dans une sorte de cage, vélocité là, c'est ça, puis ça nous c'est comme un. Fait que ça fait en sorte que oui, à première vue, il y a beaucoup de gens qui nous disent comme on a l'impression que ça bouge pas beaucoup, mais c'est parce que souvent il y a beaucoup de choses qui brasse là en bas on va dire, puis les gens vont juste remarquer après là.
Fait que ça va, là, en ce moment, peut-être, il y a des choses qui ont été faites, qu'on va voir, ben, tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain non plus, mais qui ont été décidées dans le budget 2023, qui vont pouvoir être visibles, définitivement, par la suite. Ouais. Au fur et à mesure, ce ratio-là, il descend, là. Oui, plus on avance, plus on descend. Par exemple, là, plus on avance, plus on descend. Plus on avance, plus ça baisse, là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu le sens aussi, même dans la prise des dossiers, là. La façon dont j'ai abordé un dossier l'année passée, là où je voulais comme y aller, mettons, on dit, il y a un problème, tel quartier, et puis je débarque là en disant comme, OK. C'est quoi le problème? Ouais, c'est ça, exactement. Attends, c'est moi les... Alors que là, après un an d'expérience, je suis comme, OK, on est une équipe, puis je peux pas intervenir directement sur le terrain. Mais la première chose que je fais quand les gens me disent il y a un problème, c'est que je prends le téléphone ou je joue le clavier, là, puis j'écris comme au service responsable de ça, là. Je suis comme, hey, êtes-vous au courant qu'il y a telle affaire qui se passe? Et là, le service me dit, oui, on est au courant, ou non, on n'est pas au courant, ok, on va travailler de ça. C'est beaucoup plus efficace que si moi je débarque, je dis, c'est non, mais dommage, puis je retourne, puis finalement, je dois leur parler de ça. Mais il y a ça, il y a comme la façon dont on va aborder ça, on dit, là, on pense que c'est un problème de trottoir, mais c'est pas juste un problème de trottoir, ça va prendre 4 services différents, là, fait que on essaie de régler la situation et tout ça. Fait que je l'ai dit tantôt dans mon mot du conseil en disant comme, je sens que cette année, il va avoir beaucoup de défis, mais beaucoup d'opportunités aussi, est-ce qu'on essaie de changer la façon dont on le travaille, on le pratique, la façon dont on implique les gens, la façon dont on mobilise les gens. Puis c'est aussi de composer avec l'administration publique aussi. Aussi. Vous me racontiez, là, vous voulez, parce qu'il y avait un problème d'itinérance, ils mettent des toilettes, mais là, le service d'incendie avait dit que c'était comme... Ouais, ils étaient pas très d'accord et tout ça, mais ça aussi, c'est comme, tu sais, on apprend à naviguer dans tout ça, là, et à voir comme, OK, donc là, j'ai pris cette méthode, j'ai essayé d'y aller directement et ça marchait pas, donc si je fais ces étapes-là, comment est-ce que je fais une différence, puis comment est-ce que j'interagis avec l'administration, là. Comme je dis toujours, c'est des gens qui sont brillants, qui ont fait des bonnes études, puis qui ont le cœur à la tâche, sauf que la perspective va être différente parfois, là. Je vais parfois avoir une perspective, on va dire, politico-sociale, là, puis ils vont avoir une perspective administrative, là, en disant, j'ai pas telle affaire pour gérer. C'est son rôle. Et le fait de, justement, travailler ensemble, de dire comme, voilà pourquoi est-ce que je veux faire cette démarche-là, faire en sorte qu'on est capable de travailler ensemble, là. Du moins. Il y a eu comme des petites frictions au début, mais après, le fait de pouvoir retourner, se parler et dire comme, OK, c'était pas une mauvaise intention, mais c'était juste que je voulais me rendre à telle place, ça fait en sorte qu'on sent non seulement que l'efficacité comme s'installe, là, mais on va pouvoir faire comme des projets ambitieux. Selon vous, donc, vous avez les moyens en ce moment, la Ville de Sherbrooke, l'administration actuelle, quand même, à terme, livrer quand même des beaux projets. Tu sais, vous n'êtes pas limité parce que on sait que, par exemple, c'est pas le même genre c'est pas la même grandeur de projet, c'est pas le même genre de ville exactement, mais ça, à Montréal, pour les projets de transport, que ce soit des lignes de métro, des choses comme ça, on sait que c'est le provincial qui a au fond les mains sur la bourse puis qui décide à quel rythme au fond ça avance. Nous ici on parle pas de construire un métro à Sherbrooke, même si je serais fucking down. Mais pour à la hauteur de Sherbrooke, les projets qui sont en ce moment sur la table, vous dites vous avez la marge de manœuvre, les moyens a priori d'y arriver. Les moyens non. Mais pas une date. La marge de manœuvre oui. Juste c'est ça. Je dirais les moyens non, la marge de manœuvre oui, dans le sens que que ce soit le transport, l'itinérance, faut savoir dès qu'il y a ou le logement, dès qu'il y a comme un gros enjeu de société par rapport à ça et que Québec décide d'avancer les fonds là, ça suit toujours la même chose. C'est toujours comme Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Longueuil, et à partir de Longueuil, il commence à rester juste des miettes parce que les autres villes se sont pris la taille des lions. Et fait que nous, quand je parle de manœuvre, c'est que souvent on essaye de faire avec ce qu'on est capable. On dit comme on a cette église là, si on construit des logements sociaux là, ça pourrait être comme une vingtaine de logements sociaux ou on peut avoir une bibliothèque là qui est comme demandée depuis vraiment longtemps puis qui va desservir un plus gros rayon qu'on voulait déjà. OK, on y va là. Ou on a comme cet ancien endroit on voulait juste en faire un CPE, mais on peut en faire un mix CPE logements sociaux là, on met les deux ensemble. Fait que dans la manœuvrabilité là,
on travaille vraiment plus à l'administration, puis ça fait vraiment plaisir de voir que l'administration, de plus en plus, c'est comme, ah, OK, vous êtes vraiment un conseil flexible, puis vous aimez ça, genre comme essayer des nouvelles choses, être audacieux et tout ça. Fait que de plus en plus, là, l'administration revient avec des projets qu'on pourrait dire un peu plus bold, là, un peu plus comme, ah, OK, donc vu qu'on voit que vous n'avez pas froid aux yeux, qu'est-ce que vous dites de ça, là? Puis on est comme, ah, un peu plus audacieux, là. Ah ouais, OK, d'accord. C'est ça. Mais pour l'argent, c'est toujours la même chose. Il n'y aurait pas moyen, des fois, que le municipal, parce que, tu sais, le municipal, je pense que c'est du même article de Radio-Canada, gros shout-out encore une fois. On a des amis en plus qui travaillaient là, c'est comme ça. Mais, c'est 44 millions de dollars qui seraient investis dans l'entretien de la chaussée au cours des 3 prochaines années. Ouais. On va pas se mentir que ça représente quand même une grosse somme. Puis, à côté de ça, justement, les revenus, a priori, justement, de stationnement, des amendes, ces choses-là, en ce moment, il est pas du tout à la hauteur. Fait que quand on parle, mettons, c'est pas les utilisateurs en ce moment des voitures qui payent ce que ça coûte de leur offrir le service en voiture. Ouais. Alors que quand on essaie de mettre en place des transports en commun, on n'est jamais capable parce que ça coûte donc trop cher. Mais moi, quand je vois des affaires comme des gros stationnements comme ça, qui au fond, c'est tous les citoyens qui payent pour la facture, ou en tout cas, on attend toujours après le gouvernement parce qu'on a des trucs comme ça à payer, ben je vois que on est comme un peu limité quand même dans notre marge de manœuvre à cause de ce genre de projet-là, à cause de notre dépendance à la voiture, alors que cet argent-là pourrait être investi dans le transport en commun puis être exponentiellement beaucoup plus utile. Et moi, je suis pas contre les commerces dans le district ici. Puis moi, mais moi, je viens au centre-ville, tu sais, je profite aussi de cette belle ville-là comme le centre-ville, mais justement, je trouve qu'elle est beaucoup plus agréable à vivre à pied, à vélo, ou même en transport en commun qu'en voiture. Puis c'est là où, comme, en tant que conseil, en tant qu'élu, on essaye de faire comme, non seulement partie de la solution, mais partie de la transition aussi, là. C'est ça. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain, mais c'est une question de culture, c'est une question d'habitude aussi, là. Ouais. C'est une question d'habitude aussi, mais, oui, beaucoup de choses, quand on regarde du premier coup d'œil, on a l'impression que, ouais, c'est pas utilisateur-payeur, pourquoi est-ce que tout le monde paye pour le stationnement et tout ça? Mais il reste quand même que, dans les statistiques, tu vois le nombre de personnes qui viennent et qui repartent du centre-ville par rapport à ça. Tu le vois, c'est quoi le besoin, mais aussi, 44 millions pour la chaussée, pour des trottoirs et tout ça, c'est parce que c'est devant chez les gens aussi. C'est beaucoup de gens qui disent comme moi je connais ma rue est parfaite et tout ça. Puis c'est ça qui peut parfois être inquiétant et que on a essayé de mettre le holà pour tout ce qui va être comme pour prêcher beaucoup plus pour comme tout ce qui va être densification et un peu moins étalement urbain, c'est que on se rend compte qu'on arrive à un moment donné, on suit plus, là. Si on garde le même système qui est dépendant de la voiture avec une sorte d'étalement du territoire, un mauvais développement urbain, ben on va toujours avoir de plus en plus de rues à réparer, construire, et de moins en moins de gens pour le payer pour la construction, etc. Puis au-delà même de juste pour moi, les revenus d'une institution comme une ville qui doit débourser ça, c'est pour moi aussi, en tout cas, selon les chiffres de CA, c'est 11 000 $ en moyenne par année pour chaque conducteur de véhicule, parce que ça comprend les assurances, toutes les petites réparations, l'essence, le char en tant que tel, sa dépréciation, fait que l'amortissement de sa valeur sur un nombre d'années d'utilisation, etc., puis tout les inconvénients, les stationnements, tout ce que ça peut comprendre, qu'on calcule pas nécessairement, mais si on offrait mieux, des meilleurs transports en commun dans nos villes, ben, je suis sûr que pour 11 000 $ par personne, on en ferait des solides. On en ferait des solides. On se rendrait compte que même pour 2-3 000 $ par citoyen, le transport serait beaucoup plus fluide avec une gestion comme ça, intégrée, commune, en commun, que individuelle avec chacun sa voiture, chacun une rue complète à construire, rénover, toujours entretenir, etc. Fait que, je sais que la transition peut pas se faire du jour au lendemain, mais est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va un moment donné? C'est peut-être pas dans ce mandat-ci, mais c'est un peu la vision pour faire ça parce que c'est pas tenable à long terme. On est vraiment dans, je dirais, une philosophie auquel j'adhère et que je vois chez comme la plupart de mes collègues, c'est la philosophie de, je dirais comme de créer la pente. Ouais. Ça, c'est une philosophie qui veut dire que de la même façon que si tu veux comme que
utiliser la force de l'eau dans un moulin à eau, peu importe. Là, ça a l'air d'être Avatar un peu. Non, mais j'aimais le vibe, là. Non, mais de la même façon que, mettons, ça serait beaucoup plus difficile pour toi de faire monter l'eau de la King que de la faire descendre. Ouais. Et que les centrales hydroélectriques, les barrages et tout ça, ils s'arrangent toujours pour être comme en bas de la pente pour que finalement... Fait que c'est un peu ça qu'on essaie de faire. On se dit, plus il y a de pistes cyclables, plus les autobus sont comme mieux fonctionnels, répartis, que le rythme est beaucoup plus rapide, qu'il y en a comme des plus petits qui sont plus ça va. Fait que la direction par rapport au transport en commun ou par rapport à tout ce qui est lutte au changement climatique ou qualité de vie, c'est dans ce sens-là. Le problème, c'est que il y a tellement de choses à faire que on est comme, bon, on essaye de voir qu'est-ce qui va avoir un effet cascade, là. Ouais. Et de dire comme, ben, si on commence par le transport en commun, maintenir que l'offre soit comme maintenue et qu'il n'y a pas de bris de service, là, les gens vont pas dire, ben, avant, au moins, ça passait aux 30 minutes, là, ça passait aux 1 heure, ça marche plus. Il y en a pas qui vont se décourager de son utilisation. C'est ça. Au moins, ils vont et après ça, on dit, et le vélo. De plus en plus, les gens font maintenant du vélo d'hiver. Avant, le vélo d'hiver, c'était comme, Shout-out à Qui Roule, qui est comme une boutique, là, sur la gare, juste à côté de le truc des petites sœurs de la famille, de quelque chose. Ouais, genre d'église. C'est ça. Mais c'est ça, fait que, on est vraiment comme dans une dynamique là où, pour le budget qu'on a fait cette année, on augmente le nombre de pistes cyclables. On essaye de les raccorder. On essaye de dire comme, on facilite la vie des gens pour que ça devienne comme une option de plus en plus viable. Parce que c'est un peu comme si on est en train de partir de pas d'option à option viable à no-brainer, genre. Ouais. Mais pour se rendre au no-brainer ou comme, ah, ben oui, c'est évident, c'est ça que je fais, là, il faut déjà que l'option viable devienne une habitude. Il y a de la résistance aussi, entre autres, au travers du chemin. Oui, mais la résistance va surtout venir parfois du manque d'argent, là. Parce que si on avait assez d'argent pour dire, comme, tu sais quoi, en les 2 prochaines années, là, on augmente de 30% le transport en commun, la vitesse et les vélos, là, les gens commenceraient à le prendre plus. Là, la résistance... pas davantage taxer les automobilistes pour financer directement ça plus rapidement. Oh mon Dieu, ça, je veux dire, la taxer utilisateur payeur, ça peut Moi, paraître comme, oui, ça peut paraître oui, comme une idée comme ça, mais c'est pas tout le temps aussi évident, là, parce que de la même façon que la personne qui dit, ben moi, je marche jamais sur le trottoir, et pourquoi est-ce que je vais payer des taxes sur le trottoir alors que je suis tout le temps dans mon char ou tout ça. Fait que c'est là où l'enjeu qu'on a souvent, c'est de dire qu'est-ce qui est bon pour l'ensemble de la communauté. Et que la perspective va être comme, ce qui est bon pour l'ensemble de la communauté, c'est avoir plus de transport actif et tout, là, qui va faire une différence. Fait que c'est... Les taxes, souvent, ça peut être vu comme punitif ou dire comme si tu veux payer, si tu veux l'utiliser, tu payes, là. Mais ça reste un outil parmi tant d'autres, là. C'est comme l'un des outils le plus performant parce que ça ramène des revenus et puis tu peux rien faire sans revenus. Il faut que tu aies un trésor pour mettre des choses en action. Mais ça fait partie des outils qu'on dit comme, oui, c'est vrai, on crée plus d'offres, mais en même temps aussi, on change des mentalités et tout. Et on n'arrête pas de demander au gouvernement provincial si on peut avoir le point de taxe sur la TVQ, là, qu'il avait promis en 2018, puis que finalement, il a plus fait tout ça, mais que ça ferait une pas pire différence, là, parce que là, souvent, t'es comme, bon, j'ai une seule source de revenus qui est de taxer les propriétés, fait que mais il y a plus de monde, il y a plus de demandes en service, plus d'étalement urbain, fait que t'es obligé de faire plein de gymnastique pour dire comment est-ce que je trouve le moyen de ne pas faire de déficit en plus, là. Ouais, mais c'est, ouais. Parce que c'est ça, je veux dire, tu dirais au gouvernement fédéral ou provincial, vous avez plus le droit de faire de déficit et tout ça, ça serait rough, là, alors que moi, ça a été l'une des expériences les plus intenses que j'ai trouvées, là, t'es élu, puis t'as 6 semaines pour comprendre le budget, décider, couper, puis on te dit t'as pas le droit de trucs de dire comme ah tu sais quoi l'année prochaine mettons je donne un exemple là, on va comme produire plus d'électricité fait que Hydro Sherbrooke va sûrement comme rapporter un peu plus d'argent,
on pourra se repayer l'année prochaine. Non. C'est le budget le plus Tu conservateur possible. Équilibrer le budget, t'es obligé, là, sinon t'es quasiment criminel, là. C'est comme dans la loi que tu es obligé d'équilibrer le budget. Il faut que tu coupes à des places où t'as pas vraiment le goût de couper. C'est ça. Fait que, ça fait en sorte que, ça nous pousse à avoir comme une certaine, mettons, à prendre des décisions très difficiles, là, mais je garde l'espoir en me disant, cette année, ça a été difficile, mais pour me rassurer, là, puis ça, on fait ça dans chaque budget, il y a toujours comme, on va dire, des graines d'espoir qu'on plante. Est-ce que vous les avez récoltées cette année, ces graines d'espoir, parce que c'est votre deuxième budget? Non, c'est ça, mais il y en a pas mal qu'on est comme, ça devrait fleurir quelque part en 2023 ou 2024. Puis pour de vrai, ça peut avoir l'air nono comme ça, mais c'est juste que, à un moment donné, là. Ça va être motivant pour vous aussi, là. Oui, parce que tu te dis comme, OK, cette année, là, j'ai dû comme traverser un champ, on va dire, de fumier, là. Mais je le sais qu'à ce point-là, ça va donner quelque chose de vraiment bien, là, puis ça va faire une différence, fait que, c'est ça. Moi, j'ai juste une dernière question. Ça va être vraiment rapide. Puis merci beaucoup, ça a été super éclairant. Moi, la dernière question. J'ai l'impression que j'ai été très décousu, là, mais bon. Non, c'était excellent, mais moi, je garde un petit truc de cadre juste pour être sûr. Mais c'est super, mais c'est pour vous laisser, vous. Et moi, ma dernière question, c'est juste, si vous aviez un seul mot pour décrire votre métier, ça serait lequel? C'est tellement une question. Difficile. J'ai plein de questions depuis tantôt, mais celle-là, genre, wow. Un mot. J'avais dit qu'il n'y avait pas de question de piège, je suis désolé. C'est le mot de la fin. Parce que ça a l'air assez facile pour moi, là, mais en même temps, je dirais humain. Humain. Un métier très humain. Comme je l'ai décrit tantôt, là, c'est comme, il y a du clair-obscur, là, il y a de la bassesse, il y a des moments de grandeur, de grande abnégation, puis de pur égoïsme. Donc, ça renferme. Être élu ne m'a jamais fait sentir être aussi humain que dans tous les autres jobs que j'ai occupés avant, là. Parce que autant, parfois, je suis paralysé par l'impuissance, ou je suis comme, mettons, choqué par l'impuissance qu'on a, et parfois, je suis juste comme galvanisé de voir à quel point on fait un petit changement qui vient avoir comme beaucoup de... Et en tout cas, c'est ça. Il y a beaucoup d'exemples là, mais vu qu'on est à la fin de l'entrevue, mais c'est ça. Le mot qui résume aussi bien le travail que l'expérience, que tout ce qu'on vit là, c'est le pinacle de l'expérience humaine, là, je dirais. Parce que à la fois, ça te met dans la position dans laquelle Abraham Lincoln disait, si tu veux voir le caractère d'une personne, donne-lui du pouvoir, et tu vas voir si c'est une bonne ou une mauvaise personne qui va abuser de son pouvoir ou pas. Autant ça nous met dans une position de pouvoir, autant ça met dans une position d'humilité, parce que tu dois travailler avec des spécialistes là pour bien comprendre quelque chose, et en même temps répondre à des personnes, dire non, dire je ne sais pas, dire je vais vous accompagner, dire je vais prendre mon courage à deux mains puis on va faire le saut dans le vide en espérant que ça marche, là. Fait que en tout cas, c'est une job dans laquelle je me sens épanoui puis que j'essaie de faire une différence. Écoutez, merci beaucoup. C'était une superbe entrevue. On va finir là-dessus. Puis merci encore de nous avoir accueillis ici à l'Hôtel de Ville. On vous souhaite encore plusieurs années, des belles années. Autant que vous en voulez dans un métier que visiblement vous avez l'air de très bien apprécier puis d'être très bien apprécié. Donc ça va se faire pour nous. Puis, merci beaucoup. Mais merci pour ce que vous faites. Super vulgarisation. Puis qui sait, peut-être un jour. Moi, pas sur une affiche, mais cool pour ceux qui le font, mais c'est en tout cas, merci. On va aller fermer le truc. Good. Super. Merci beaucoup. Je vais juste aller fermer le truc pour. Ça fait plaisir. Ouais, ça a comme étiré, là, c'est pour ça que. Ouais, il est quelle heure, là? 5 heures. Il est 5 heures et ouais.